très dur de gagner 10 000 euros par mois, tu vois. En fait, entrepreneur, il y a plein d'avantages, mais aussi plein d'inconvénients, le fait d'être seul, de pas avoir d'équipe. Ça, c'est toute ma stratégie sur YouTube. Et donc, cette vidéo, je l'ai faite il y a quasiment 1 an maintenant. Les vues que je fais ce mois-ci, elles sont plus élevées que le mois de lancement que j'avais fait de cette vidéo. Je pense qu'il faut aussi dire qu'on est grave chanceux de bien gagner sa vie dans le domaine du digital. Salut, c'est Armand et Max, t'es bien sur Rec, le podcast des créateurs de contenu. Après avoir bossé chez Google et TikTok, on est passé de l'autre côté, on est devenu créateur pour en décrypter l'écosystème. Aujourd'hui, on l'est posé avec Axel Paris. Tu le connais peut-être pour ses vidéos sur les finances personnelles, mais à 24 ans, Axel, il a déjà plusieurs vies. Il est investisseur immobilier, investisseur en bourse, youtubeur, conférencier, mais aussi auteur. Dans cet épisode, on va parler de plein de choses, de ses débuts sur Internet à 14 ans à, plus récemment, le lancement de son livre. Mais on va aussi aborder plein de points qui sont très intéressants si t'es créateur de contenu. Comment créer ton auto-entreprise ou quel statut choisir, comment investir, diversifier tes sources de revenus ou même te lancer dans l'immobilier. Bonne écoute. Et dis-nous Axel, évidemment, on s'est renseigné sur toi avant de venir te rencontrer. T'es un mec qui a eu, j'ai l'impression, déjà à ton âge, 1000 vies. T'as fait plein de choses. Comment tu te décris quand on te demande ce que tu fais dans la vie ? C'est très compliqué. En fait, à chaque fois, j'aime bien dire c'est compliqué de me décrire, ou en tout cas de décrire un peu ce que je fais. Parce que comme tu as dit, j'aime bien faire plein de trucs, tester plein de choses aussi. Et je pense que le mot qui me décrit un peu le plus, je dirais que ce serait un peu le mot slasher. Donc c'est le fait d'avoir des slash dans tout ce qu'on fait et de dire je fais des vidéos sur YouTube, slash je suis développeur, slash je suis auteur, slash je suis conférencier, slash je fais des trucs comme ça. Et donc du coup après c'est toujours par période. Donc il y a des périodes où je vais être plus concentré sur YouTube, plus concentré sur un autre type d'activité. Il y a quelques fois dans l'année, par exemple, je vais organiser un événement de rencontre avec d'autres entrepreneurs, donc je vais plus me dire organisateur d'événements, mais du coup il y a d'autres moments dans l'année où je vais pas le faire. Donc du coup en fait c'est plus par phase que ça va se faire. Et c'est un peu pareil avec tout, c'est-à-dire que je vais aussi mettre le mot formateur, mais en ce moment je fais pas de formation, mais j'en ai eu fait, donc je le mets quand même dans mon descriptif, quoi. Donc c'est vrai que j'ai fait pas mal de trucs et je trouve que, moi mon énergie je la puise dans le fait de faire plein de choses à la fois. Je sais que ça résonne avec pas forcément tout le monde, il y en a qui vont préférer se focus sur une tâche et essayer de l'exploiter au maximum et de tout faire au max, mais moi je suis beaucoup plus par vague d'énergie. Donc c'est-à-dire par exemple au début de la semaine, je vais peut-être pas forcément avoir beaucoup d'énergie, et fin de semaine, le soir, à minuit, je vais être à fond, et là je vais me dire vas-y, je vais faire une vidéo, je vais écrire un truc, et voilà, je pense que ça dépend aussi de un peu son mindset, pas forcément le mindset, mais plus de qui on est, comment est-ce qu'on fonctionne. Et moi je sais que c'est un peu comme ça que je raisonne. J'ai un ami qui lui est totalement différent. Lui, il arrive à être un petit peu comme Stanislas Leloup de Marketing Mania, c'est-à-dire à être hyper carré tous les jours et de se dire en début de mois je fais ça, première semaine c'est ça, ensuite je fais mon plan de la journée, je vais faire toutes mes tâches les unes à la suite des autres. Et typiquement par exemple les trucs des to-do list, moi j'arrive jamais à me dire je fais ma liste et ensuite je vais faire première étape, puis deuxième étape, puis troisième étape. En fait je vais prendre ma liste et je vais me dire celle qui me donne le plus envie, je vais la faire, alors que même elle est peut-être tout à la fin de la liste. Et du coup je sais pas si c'est un peu comme vous faites. Est-ce que vous êtes comme moi ou est-ce que vous êtes plutôt genre hyper carré dans tout ce que vous faites? Il y a les deux écoles, je pense. Vous êtes moi, je suis plus vous-même les deux. Ouais, moi je suis plus comme toi, je pense. Et Max, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus carré, beaucoup plus organisé, tu vois. Moi je suis plus drivé par ce qui me fait kiffer et peut-être un peu la partie plus créative. Et donc Max, c'est plus une réaction à un mood, genre t'as un moment dans la journée où ça pulse plus. Ouais, ça peut être sur un mood, mais ça peut être aussi sur la nature de la tâche. Tu vois, typiquement la compta pour notre boîte. Ouais. C'est un truc qui me fait peur et j'aime pas du tout faire une note de frais. Du coup, je préfère juste pas faire de note de frais. J'ai beau mettre des tasks à Armand, ils ne sont pas réalisés. Ouais. Pourtant, c'est des trucs assez opérationnels, justement, c'est pas forcément compliqué. Je pense que le plus dur serait, j'ai envie de dire, c'est plus des tâches de trouver une stratégie, de qu'est-ce qu'on va faire, un peu en mode de syndrome de la page blanche. Toi, c'est plus sur les trucs qu'il faut faire, quoi. Je préfère limite me poser sur une strat ou essayer de réfléchir à un script de vidéo ou penser un peu direction artistique ou direction créative d'une chaîne ou d'un client avec qui on travaille, plutôt que de faire des notes de frais. Ah ouais, putain, moi, justement, je suis un peu l'inverse juste quand il faut que je fasse quelque chose, je trouve ça plus simple, genre quand c'est une tâche qui est technique, tu vois, qui est quelque chose à faire, plutôt qu'un truc un peu genre page blanche et faut que je le fasse. Et je trouve que c'est dur, moi, j'arrive pas à me dire, j'appuie sur le bouton créativité et ça démarre, quoi. Je sais pas si c'est quelque chose, toi, c'est plus ton truc, t'arrives à... Moi, je suis plutôt adepte il y avait je sais plus si c'est une philosophie ou une maxime ou je sais pas quoi qui disait, c'est en anglais, eat your frogs first, c'est-à-dire mange tes grenouilles le matin, et en gros,
de faire les trucs chiants en premier pour être débarrassé. Je fonctionne beaucoup comme ça. J'ai l'impression que tout le temps que mon cerveau il est rempli de plein de trucs à faire, des petites tâches et tout. Et je préfère faire les trucs un peu chiants et un peu faciles, au moins ça me décharge. Et ça arrive quoi. Genre le matin, 9h, t'arrives à dire bon, mais c'est bon, je le fais. Et tu tombes pas dans une demi-heure de TikTok avant de démarrer. Ça peut arriver, Ça peut évidemment. arriver. Ok. Mais j'essaye d'être plutôt dans ce mindset-là. Mais c'est pas forcément le plus productif, tu vois. Parce que ça me rappelle un peu quand j'étais genre ado et que je devais faire un DM ou faire mes devoirs ou je sais pas quoi, mais que finalement j'allais plutôt ranger ma chambre. C'est un truc chiant, mais je fais pas le truc vraiment que je suis censé faire, tu vois. Ok. Donc je vais me dire, ah c'est cool, je vais faire mes notes de frais ce matin. Mais en fait, j'ai pas du tout avancé sur Sur le business, sur le de business manière ou sur le générale. projet. Mais donc ouais, on a des méthodes un petit peu différentes, mais chacun a ses petits trucs. Ouais, c'est grave marrant que tu dis ça parce que c'est exactement ce qui se passe aussi souvent. Genre, je vais me faire ma to-do list de choses hyper importantes que je me dis c'est absolument il faut que je les fasse. Et je vais plutôt me faire d'autres trucs qui sont très importantes mais qui sont pas sur la liste. Ouais. Et en fait, je priorise pas du tout. Et à la fin de la journée, je me retrouve mais putain, j'ai fait des trucs vraiment hyper utiles mais que j'ai pas avancé sur ma to-do list quoi. Et ça, c'est vraiment dur mentalement. Après, tu sais que t'es productif, mais t'as pas fait les tâches qu'il fallait que tu fasses quoi. Mais du coup, Pas- pour un mec comme toi qui a plein de projets en même temps, comment ça se passe dans ta tête pour prioriser tout ça? Est-ce que c'est vraiment, on va dire, une stratégie du kiff? Tu vas bosser sur ce dont tu as envie de bosser, tu te dis, bah tiens, le mois prochain, j'ai envie de faire une formation sur ça, je fais ça. Est-ce que c'est par priorité peut-être d'opportunités business, de revenus, de chiffre d'affaires? Comment ça se passe dans ta tête? Franchement, tu l'as un peu décrit, c'est vraiment par mood. En fait, c'est par mood et aussi je fonctionne beaucoup avec l'urgence parce que j'arrive pas à être hyper super. En fait, c'est que j'ai beaucoup de choses et même quand t'es très bien organisé, je pense que c'est dur aussi des fois quand t'as un calendrier qui est rempli, bon, bah, il est rempli. Et moi de base, je suis pas hyper bien organisé, donc déjà ça n'aide pas. Et donc du coup, c'est vraiment plus par mood. Donc je vais me dire, bah tiens, aujourd'hui, je me sens l'âme de faire des tâches techniques, donc je vais plutôt faire par exemple un peu de comptabilité ou mettre des factures, enfin faire des factures, des trucs comme ça, répondre à des mails, donc les trucs un peu chiants, mais du coup ça c'est assez facile à faire on va dire. Et ma partie phase un peu plus créative, c'est plus le soir, donc à 23h minuit, là je vais être en mode bon bah là j'ai envie de travailler sur mes vidéos, trouver un sujet, commencer à faire mes petits slides et tout ça. Et donc c'est plus par ces périodes-là. Mais après, de manière générale, c'est grave dur de s'organiser. Et je trouve qu'en tant que créateur de contenu, en fait, c'est vachement dur parce que plus ça va et plus chaque contenu qu'on va faire prend du temps à faire. Par exemple, moi, une vidéo, maintenant, mes vidéos, elles sont de plus en plus longues et du coup, elles mettent vachement de temps à faire. Donc, autant avant, je pouvais me dire, bon, bah tiens, à 23h, je fais ma vidéo et je finissais de la tourner à 1h. Et le lendemain, je faisais le montage, la miniature, la publication. Et en vrai, en gros, en une journée, c'était plié. Mais là, maintenant, c'est plus possible parce que mes vidéos elles vont faire 20, 30, 40 minutes. Et donc, je suis obligé d'étaler mon process de création sur plusieurs jours. Et du coup, c'est un enfer parce que du coup, je suis en retard. Et en fait, je me dis, bon, bah, ma deadline, c'est le 10. Sauf que je commence à travailler dessus le 8 ou le 9. Et donc, je suis en mode, bah, c'est sûr, forcément, je vais dépasser. Et donc là, c'est vrai que récemment, je suis vachement en retard sur pas mal de contenu. Et c'est vrai que c'est dur de battre, enfin, de récupérer son avance et d'être hyper carré. Donc moi, j'ai vachement de mal à être hyper sérieux. Mais en fait, c'est que pendant le fait que je fais pas ces trucs-là, où j'ai de la priorité normalement dessus, bah, je fais d'autres trucs. Donc en fait, c'est ce qui fait que probablement ça donne une impression de j'ai 11 vies, c'est-à-dire que je vais me dire bon bah tiens, je fais pas mes vidéos YouTube qui sont programmées, mais je vais organiser un événement où je vais avancer sur, enfin je vais faire des tweets, je vais faire peut-être un mail ou un truc comme ça. Et du coup en fait, j'avance sur plein de sujets, mais pas, je pense, au bon moment, tu vois, sur chaque sujet que je vais faire. Tu vois ce que je veux dire à peu près? Ouais, bien sûr, Ouais. ouais. Toi, t'arrives à être carré sur. Enfin, j'avais vu un mec aussi qui disait un petit peu comment est-ce qu'il s'organisait et ce qu'il faisait, c'est qu'il voyait deux tableaux. Tu vois, il y avait un tableau, c'était le contenu le planning de création de lui en tant qu'entrepreneur et son planning de publication, c'était son autre tableau. Et du coup, ce qu'il devait faire, c'était de lui faire toujours le travail du contenu, enfin du planning de création, et sur l'autre, c'était le planning de publication. Donc il devait préparer par exemple le lundi, il devait faire des tweets et les tweets allaient être publiés tout le reste de la semaine, tu vois ce que je veux dire? Deuxième jour, c'était de faire des vidéos, puis ensuite la vidéo allait être publiée que le vendredi. Et en fait, moi, j'ai que ce prisme-là de quand est-ce que je publie, mais pas assez le prisme de quand est-ce qu'il faut que je le fasse. Ouais. Et du coup, voilà, faut jouer sur, je pense, faut bien avoir cette vision-là de ça c'est ce que je veux avoir et ça c'est ce que je dois faire en amont. Et moi, je suis trop sur l'autre tableau. Et je sais pas si vous, ça vous arrive, parce que du coup, vous êtes aussi créateur. Est-ce que vous arrivez à jouer sur ces deux tableaux-là? Est-ce que vous préparez beaucoup de contenu en avance ou est-ce que vous faites un peu au
compte-gouttes, on va dire? On aimerait bien avoir ces deux tableaux aussi, Ouais. mais non, clairement, on n'est pas assez. Enfin, on est un peu comme toi, tu vois, on se reconnaît un peu. D'autant plus que, comme on t'a expliqué, on a une casquette de créateur de contenu, on a une casquette aussi business sur laquelle on passe beaucoup de temps. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de basculer de l'une à l'autre et d'être bien carré et bien organisé sur chacune de ces casquettes. Donc ouais, non, pour la partie contenu, bah, un peu comme toi, je pense qu'on a une bonne idée de voilà, on veut avoir tel rythme de posting, on veut poster. Je sais pas, en ce moment, on essaye de faire une vidéo par jour, etc. Ouais. Mais on n'a pas forcément le rythme en tête. On l'avait pendant un moment, de se dire, bah tiens, on se prend une demi-journée, on va tourner 5 vidéos chacun, et après on va les monter, et après on aura du stock, entre guillemets, pour poster pendant X jours. Mais ouais, c'est vrai que sur la durée, c'est pas toujours évident, Ouais. pas toujours évident à tenir, surtout quand t'as les autres casquettes et les autres buckets de travail qui... C'est ça. Et qui après, des fois, t'as s'emplissent, des urgences qui arrivent et donc tu sais que ça va te repousser. Mais après, tu te dis, bah, j'ai de l'avance, donc c'est pas grave. Ouais. Mais au bout d'un moment, t'arrives à la fin de ton avance et après, tu te retrouves dans la course. Et c'est vrai que c'est grave galère. Et pourtant, il y a des outils qui permettent de faire de la planification de contenu, mais qui sont vraiment excellents. Mais faut faut avoir fait le travail de création en amont. Bien sûr. Moi, Ouais, juste FeedHive qui est un super outil. Donc c'est FeedHive, c'est nourrir, FeedHive. Et ça c'est un super outil multiplateforme. Donc il y a Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest et je crois, enfin TikTok aussi, YouTube pour les shorts. Et on peut donc planifier du contenu, par exemple texte, donc à la fois sur LinkedIn, Twitter, etc. Donc en fait on fait un seul contenu et ça publie sur toutes les plateformes. Et pareil sur YouTube, on peut on peut mettre un short et du coup publier à la fois sur TikTok, à la fois sur YouTube Shorts et à la fois sur Reels. Et du coup, on peut planifier. En fait, on a un calendrier. On peut dire tel jour je mets tel et tel contenu. Donc du coup, si en début de mois on crée tout son contenu, on le met pour toute la fin du mois. En fait, on a un calendrier éditorial qui est déjà géré par l'outil. Mais encore faut-il avoir préparé tout le contenu avant. Et moi, je suis toujours à la bourre sur ça, donc j'ai jamais vraiment exploité le potentiel de cet outil. Mais après, il y en a d'autres qui le font. Il y a Buffer, il y a, je sais pas si vous en connaissez d'autres. Là, ça me dit rien. Enfin, Tout de suite, ils font ça ou pas? Je me rappelle plus. Ouais, c'est un peu ce truc-là, ouais. Reaper de Tayo aussi, j'ai vu, qui s'est lancé sur le HubSpot aussi, je crois qu'ils font ça maintenant. Je sais plus. Après, je sais pas s'ils vont aussi loin dans, genre par exemple, je sais que sur FeedHive, tu peux faire des conditions, genre par exemple, si ton tweet, il a eu il a eu tant de likes, alors je poste ce tweet-là en réponse. Ou alors tu peux faire... Ce qui est trop bien aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu crées un contenu et tu peux créer des variantes de contenu. Donc par exemple, tu vas avoir ton contenu qui va être un post LinkedIn et comme un thread Twitter, c'est par plusieurs tweets et même que tu vas peut-être pas... par exemple, sur LinkedIn, tu vas mettre du vouvoiement et sur Twitter, tu vas mettre du tutoiement. Mais en gros, tu crées une variante. Donc c'est un seul et même contenu reconnu dans la plateforme, mais toi, tu vas avoir différentes variantes par site. Et donc c'est vraiment pas mal comme outil que moi je recommande pour les créateurs de contenu. Super outil. Ok, on va regarder, moi je connais pas trop. Ouais. Tu peux nous expliquer de quel type de contenu est-ce que tu parles? Enfin, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? C'est quoi ta niche ou ton sujet? Carrément. Alors moi de base, mon format de prédilection, c'est la vidéo. Donc j'ai fait beaucoup de vidéos YouTube. Ma chaîne, elle a historiquement quasiment 10 ans. J'ai lancé en 2013. Mais je faisais des tutoriels sur Photoshop, Illustrator. Je faisais des effets spéciaux. Je faisais des vidéos de gaming. Je faisais des choses qui n'ont vraiment rien à voir. Donc c'était pas du tout orienté business. En même temps, j'avais 14 ans, donc normal. Et en fait, donc je continuais comme ça, et c'était pas du tout dans un objectif de je veux en vivre ou je veux devenir youtubeur, etc. Et c'était plutôt vers le lycée à peu près, où je me dis si je pouvais me payer autre chose que juste un kebab par mois, ça pourrait être sympa. Donc là, j'ai commencé à me dire est-ce que je peux pas professionnaliser un peu plus ce truc-là. Donc j'ai commencé à me mettre plutôt dans la niche du design. Donc comment faire de jolis sites web, comment faire un logo. C'était plus vraiment Photoshop, Illustrator, mais plus dans un truc de formation, on va dire. Donc j'expliquais vraiment aux gens de faire des choses plus concrètes. Et du coup, voilà, et donc je faisais beaucoup de vidéos, et à ce moment-là, ça me payait pas spécialement, et je me dis, ce serait cool de gagner un peu d'argent avec. Donc j'ai commencé à faire des formations sur une plateforme qui s'appelle Udemy, et je pense qu'on va en revenir dessus, mais voilà, c'était une super plateforme que j'ai exploitée pendant 2 ans, et donc ça m'a bien fait gagner ma vie à ce moment-là. Et du coup, à ce moment-là, j'avais envie d'explorer un peu d'autres plateformes, donc j'ai commencé un peu à tweeter, j'ai fait quelques autres trucs sur les autres plateformes, enfin j'ai un peu testé un peu tout, mais vraiment, au final, je suis quand même resté sur YouTube. Et c'est vraiment mon réseau de prédilection. Twitter, du coup, je bouge un peu dessus. Mais par exemple, je sais que je fais pas les bonnes choses. Je sais que par exemple, j'exploite pas assez ma liste email. Je sais que je vais pas sur TikTok pour le moment, enfin pas assez. Je vais pas assez sur Instagram. Et c'est aussi beaucoup de temps qu'il faut passer. Donc c'est très très dur à gérer tout ça.
Mais pour le moment, du coup, c'est YouTube. Mais tu parles de quoi du coup? C'est quoi ta thématique? Ouais, alors la thématique, du coup, je parlais du design. Et en fait, donc, j'ai fait des formations sur du design. Et en fait, je me suis dit, bah, ça me plaisait bien comme sujet, mais il n'y avait pas beaucoup d'opportunités, on va dire, business, quoi. Et j'ai commencé à parler un peu plus de la partie comment se lancer en tant qu'entrepreneur pour devenir graphiste. Donc, c'était comment créer son statut, comment devenir micro-entrepreneur, comment faire ses déclarations et tout ça. Et donc, j'ai vu que c'est un sujet qui était plus porteur, qui était aussi beaucoup plus générateur d'opportunités. Donc, j'avais des marques qui me contactaient à ce moment-là. Donc, forcément, ça donne bien plus envie d'en faire. Donc, j'ai fait des vidéos sur comment devenir micro-entrepreneur, comment faire ses déclarations, ce que c'est que le chiffre d'affaires, des choses un peu plus de la pédagogie autour de ça. Et après, par extension, moi, comme ça m'a beaucoup plu le côté expliquer le back-end, on va dire, d'un entrepreneur. Je voulais aussi parler de l'investissement parce que du coup, c'était une de mes problématiques, c'est-à-dire que moi, j'étais étudiant, je commençais à gagner un peu de sous avec ce que je faisais, et cet argent-là, j'en faisais rien. Et du coup, je me dis, bah, qu'est-ce que je vais en faire de ces sous? Bah, j'ai commencé un peu à l'investir, et je me dis, bah, je veux en faire des vidéos pour expliquer mon parcours dans, bah, c'est quoi acheter une action, c'est quoi ouvrir un PEA, c'est quoi investir dans l'immobilier. Et du coup, bah, j'ai fait quelques vidéos sur ça, et de fil en aiguille, bah, ça s'est vachement professionnalisé. Donc ça fait vraiment 2 ans là que je suis autour de la thématique de la manière de la finance personnelle, de l'investissement, mais plus par le prisme de mon expérience personnelle. Par exemple, moi, je vais pas ou très peu parler de crypto parce que c'est pas du tout un truc que je fais. Je pense que j'en fais, en fait, je vais en parler à la mesure de mon patrimoine. Donc les cryptos, j'en ai peut-être entre 5 et 10% de mon patrimoine. Donc je vais en parler entre 5 et 10% de tout ce que je vais dire. Par contre, la bourse, j'en ai beaucoup, donc je vais beaucoup plus en parler. L'immobilier, c'est un peu plus aussi prépondérant. Donc je vais plus en parler à ce niveau-là. Et de manière générale, c'est un peu plus de gestion, donc comment budgétiser, comment mettre de côté, épargner. Et c'est plus de faire de la pédagogie autour de ça. Mais voilà, donc du coup, je suis pas pour le moment en tout cas, je suis pas un vendeur de formation sur la thématique de la finance, sur comment gagner 10 000 euros par seconde. Et je pense que c'est pas encore un sujet qui moi m'intéresse. Moi, je préfère plus du coup donner mon avis et dire ce que je fais comme type de contenu, et du coup me faire sponsoriser par des marques. Et du coup faire de l'affiliation aussi avec ces produits-là, plutôt que de vendre mes propres formations. Parce que j'ai pas encore, je pense, une grande expertise pour faire une grosse formation, et puis surtout, j'ai pas spécialement envie de vendre des programmes à plusieurs milliers d'euros. Je préfère trouver un bon produit, le vendre, et je trouve ça mieux en fait. Je trouve que je suis un meilleur vendeur qu'un meilleur formateur. C'est pour ça. Et comment un mec qui est encore au lycée, voire début étudiant, qui commence à gagner un peu d'argent, se forme sur ces sujets-là? Parce que du coup, tu documentes ton exploration, mais toi, d'où ça vient, ces connaissances, comment tu les as acquises? Parce que bon, je pense que la plupart des étudiants, justement, ont pas de PEA et savent pas ce que c'est d'acheter des actions. Ouais, en fait, ça c'est venu en fait d'internet. Tout vient d'internet. Maintenant, on est tous autodidactes. Je pense vous aussi quand vous avez appris l'investissement, enfin vous n'avez pas demandé à votre banquier comment on achète un bien ou comment on achète une action. Vous avez vu sur internet, sur YouTube. Donc moi j'ai commencé comme ça avec beaucoup de blogs et de forums, un peu de vidéos YouTube. Mais là, ça fait vraiment 3-4 ans où ça pullule et c'est trop bien parce qu'il y a plein de gens qui se lancent et qui apportent de plus en plus de concret. Donc après, ce que je trouve un peu dommage, c'est un peu comme dans la thématique pas de la finance personnelle, mais du développement personnel. Il y avait plein de gens qui reprenaient les mêmes idées, les mêmes concepts, qui réexpliquaient toujours les mêmes sujets. Donc par exemple, il y a un gros youtubeur qui a 50 000 abonnés ou 100 000 abonnés, qui va faire une vidéo sur, je sais pas, le syndrome de l'imposteur. Bah t'as 200 petits youtubeurs à 100 abonnés qui vont faire une vidéo sur le syndrome de l'imposteur, qui va être moins bien, moins intéressante. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, il y a plein de gens qui parlent de finances personnelles et qui vont montrer leurs finances, qui vont expliquer, bah tiens, j'ai vu ça, mais je l'ai amélioré, ou alors j'ai fait un Excel pour améliorer mes finances, pour suivre et tout ça. Et ça va être beaucoup plus concret, je trouve, que dans la bulle du développement personnel. Donc je trouve que cette bulle, on va dire, de finances personnelles est plus intéressante pour les petits créateurs, pour le moment. Et du coup, voilà, il y a plein de choses à découvrir. Je pense que vous devez suivre aussi pas mal de créateurs qui sont dessus. Genre, comment vous êtes formés pour vos investissements? Parce que vous avez tous les deux investi, donc comment vous avez trouvé ces informations? Beaucoup Internet aussi. Ouais. Beaucoup. J'ai plus forcément la source qui me vient en tête. Moi, je sais que je suis abonné à la newsletter de Johan Lopez, Snowball, que je trouve vraiment top. Qui m'alimente, je dirais, régulièrement et qui garde mon cerveau un petit peu alerte sur ces sujets-là. Mais ouais, toi, Armand, t'as des trucs? Beaucoup de YouTube, pas beaucoup de Google. En fin de compte, je me suis pas retrouvé. Ah ouais. Ouais, assez peu de forums et tout, même si on s'est croisés sur des Discord Indie Maker et tout ça.
Par contre, ouais, des youtubeurs américains, il y en a beaucoup. Tu vois, Ok. je crois que c'est Paul Graham. Mhm. Stéphane Graham. Stéphane Graham, ouais, il fait des réactions. Paul Graham, c'est YC, je crois. Ouais, Ouais. Qui fait réaction, oh, elle vit avec 10 millions de dollars à New York. ouais. Oh my god. Possible, mais tu vois, il faisait aussi beaucoup de contenu assez pédagogique, comment est-ce que j'investis et tout. Et moi, il y a un mouvement qui m'intéresse pas mal, c'est le mouvement FIRE. Je sais pas si t'en as entendu parler. Totalement, ouais. En gros, c'est la retraite anticipée, Financial Independence Retire Early, pour l'anglais très joli. Très bien traduit. Et ouais, bah en gros, du coup, il y a beaucoup de créateurs aussi français. Il y a Victor Laura, par exemple, qui partage beaucoup d'infos. Il a écrit un bouquin, il est sur LinkedIn, il a un Discord aussi et tout. Mais ouais. Et tes vidéos, je l'ai pas dit, mais tes vidéos, je regardais aussi pas mal tes vidéos. Comment choisir la bonne banque en ligne pour faire ses CTO, son compte titre ou son PEA et tout. Ce genre de vidéos, je regardais pas mal. Bah, carrément. Et Victor Aura, je trouve que c'est une super figure dans ce qu'il fait. Après, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il vend le côté Fire, mais il est pas du tout Fire. Parce qu'en fait, le mec, c'est un super businessman et il bosse encore plus que quand il était en salarié. Donc, je sais pas si on a déjà eu des vrais cas de Fire, de gens qui se sont dit, bah, je bosse de ouf jusqu'à 30 ans et vraiment, je me mets à la retraite totalement, quoi. Je sais pas si on a déjà vu ça. Je crois qu'il y avait que le mec Mister Money Moustache, si tu connais. Ouais. Voilà, enfin un peu pas le fondateur, mais le early adopter de ce mouvement-là, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, il avait fait une super conférence sur le sujet, qui est vraiment genre the conférence sur comprendre ce que c'est que le FIRE et qui explique le pourquoi et tout. Et lui, du coup, il a vraiment un sens, je trouve, profond dans ce qu'il dit de pourquoi est-ce que il veut passer du temps avec sa famille et tout ça. Donc, je trouve ça vraiment génial. Et il a un super blog d'ailleurs aussi. Donc pour ceux qui aiment les formats écrits, il fait des très bons articles. Et ouais, donc, franchement, Fire, ouais, je trouve que c'est un bon mouvement. Et après, c'est dur de se dire. Enfin, moi, je construis aussi tout pour être dans ce mood-là, tu vois. Mon objectif à terme, ce serait de faire. Enfin, ce serait l'objectif. Après, est-ce que je vais l'atteindre, je sais pas, mais d'avoir plus d'1 million de patrimoine avant 30 ans, ce serait vraiment très très cool. Mais je me dis quand je vais l'atteindre, est-ce que je vais pas faire un peu comme Victor Laura et me dire bon bah 10 millions, puis ensuite 100 millions, tu vois. Exactement. Mais d'où il sort ce chiffre de 1 million? Le 1 million, je pense que c'est vraiment 1 million symbolique. C'est de se dire ouais, c'est genre un peu self-made millionnaire, tu vois. C'est un peu le American Dream à la française de se dire bah je l'ai construit un peu tout seul. Donc en réalité, c'est jamais vraiment tout seul parce que t'es conditionné par ton éducation, par aussi ce que tes parents de base te donnent et tout. Parce que déjà, si tes parents t'aident à payer tes études ou pas, bah déjà ça change énormément. Ça dépend aussi de la ville, du pays dans lequel tu es, la fiscalité de plein de choses et de plein d'opportunités. Et aussi du travail, parce que forcément, moi, je fais un travail où, en gros, j'ai un revenu qui va être vachement dissocié de mon temps, alors que les gens qui vont être malheureusement salariés et qui vont pas avoir de fixe. Donc tu peux très bien être salarié et être commercial et du coup avoir un super variable. Et donc dans ce cas-là, bon bah c'est super, tu peux faire des très bons mois. Mais quand t'es salarié à 1500 ou 2000 balles net, c'est compliqué d'être millionnaire rapidement, quoi. On peut le faire avec de l'immobilier ou des placements vraiment bien, mais vraiment bons, mais tu pourras pas avoir un gros variable, quoi. Donc ça c'est un peu le problème. Je pense de vendre une image en disant mais enfin si tu gagnes pas 10K par mois, t'es une merde et tout. Mais en fait c'est juste très dur de gagner 10 000 euros par mois, tu vois, c'est grave dur. Et je pense qu'il faut aussi se dire qu'on est grave chanceux de bien gagner sa vie dans le domaine du digital, dans le domaine de LinkedIn, les réseaux et tout ça. Et quand il y a plein de gens qui ne gagnent pas, donc c'est pour ça moi je pense qu'il faut vraiment rester humble quand on gagne plein d'argent et se dire bon bah c'est cool juste, voilà. Toi aujourd'hui, t'as un job à côté de la création de contenu? Ouais, c'est ça. À côté, je suis en CDI, je suis en 4/5e, donc je me laisse une journée par semaine où je peux quand même faire des appels, faire des calls et tout ça, parce que sinon, en général, les entreprises n'aiment pas travailler le dimanche, donc elles veulent pas faire des appels, des trucs comme ça. Donc du coup, j'ai un jour par semaine où je travaille, et sinon après le reste, c'est le soir et week-end. Donc c'est pour ça que ça me fait un planning assez chargé, parce qu'après, si on rajoute le sport, les sorties, les trucs entre potes et tout ça, ça fait que le planning il est très vite chargé. Et admettons, tu fais déjà juste 2 soirées dans la semaine. Et peut-être je sais pas déjà en fait moi je vais quasiment au sport tous les soirs, donc déjà le sport tous les soirs plus 2 soirées, en vrai déjà t'as tous les soirs qui sont remplis jusqu'à 21h plus la douche, tu manges, hop à 22h t'es au lit, et c'est vrai que c'est très très dur de tout cumuler, quoi. Vous arrivez à avoir une routine comment dire comment est-ce que tout est harmonisé ou est-ce que c'est un peu le chaos, on va dire, un peu comme moi, ou C'est plutôt chaos. le chaos, ouais. Plutôt chaos, ouais, depuis qu'on s'est lancé à 100%, on va dire, dans
l'aventure entrepreneuriale et depuis que justement avant on avait tous les deux un CDI et donc c'est plus facile je trouve De se cadrer. Parce de que se cadrer etc. Et là depuis c'est un peu plus chaotique et bah parfois ça m'arrive de bosser un dimanche après mais à l'inverse de rien faire un jeudi matin pour une raison inconnue. Et vous arrivez à avoir des trucs fixes, genre par exemple tous les jours c'est sport ou tous les jours c'est tel truc. Moi, pas trop. Même le sport, justement, j'essaie Tu te de laisses. faire 2 ou 3 séances par semaine et Ouais. je le cale en fait un peu quand j'ai le temps et quand je me dis oh bah tiens là j'ai envie d'y aller. Ok. C'est pas tous les mardis midi j'y vais, tu vois. Ok. Peut-être qu'il faudrait, mais ouais non c'est très flexible. Alors ça a avantage et inconvénient, Mm. mais ouais parfois c'est un peu dur de se retrouver dans une routine. Ouais, je comprends. Du coup, t'as pas de, enfin dans la semaine classique, t'as pas de, un moment, un ancrage particulier. Ou est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est genre aller au bureau à 10h max tous les matins? C'est peut-être ça. Le bureau de Le Max bureau. est dans sa chambre. Ah ouais, Le bureau il est à littéralement 20 cm de mon lit je Ah crois. ouais. Non parce qu'on bosse de Mais chez nous en fait. si t'es fixe à 10 ou à Ouais. 9h le matin, Ouais. ça fait déjà un cadre, quoi. Bon, après, je sais que là, 90% du temps, mes journées, elles se ressemblent et je me réveille et je me mets à mon bureau et je commence à bosser, tu vois. Ok. Mais Ok, c'est pas variable, c'est pas genre tu vas sortir 2 fois dans la semaine et ensuite tu te lèves tard et puis ensuite des fois c'est tu te lèves tôt. non, en vrai, ça, c'est quand même assez Ok. bien rangé. Et justement, je pense que d'une certaine manière, j'étais un peu conditionné avant par bah, le fait de bosser Ouais. dans un job plutôt normal, je dirais. Donc, Donc ça c'est juste Je étendu ré- sur le week-end en fait. Ça, Ouais, tu travailles voilà. juste sur le week-end maintenant. Ouais. et t'as le petit plus de flexibilité où tu peux te dire, bah, je sais pas si j'ai un rendez-vous chez le dentiste un mardi à 14h, aucun problème, Très tu vois. cool. Donc ça, c'est cool. Mais ouais, c'est pas toujours facile de bien caler la Ouais. routine. Apparemment t'es pareil, ou justement c'est l'inverse, t'arrives à avoir un cadre, enfin à avoir des choses précises. Ben moi, en fait, ça dépend des moments, mais là, sur les derniers mois, ma vie, c'est, je pense, un chaos absolu. Il y a vraiment, enfin, tout est chaotique. Par contre, j'ai un truc qui me tient, une sorte de pilier, c'est le sport. En fait, je me suis inscrit dans une salle et j'ai un créneau et je peux pas changer le créneau. Et c'est 3 fois par semaine. Ok. Ce qui fait que si j'y vais pas, bah, j'ai perdu mon argent. Et du coup, ça m'aide à garder un cadre et j'y vais 3 fois par semaine, quoi. Je peux pas skip. Ça c'est trop bien ça. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est ça qui m'aide. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs que c'est une des raisons pour laquelle j'ai pris le CDI, c'est parce que du coup, ça me donne un cadre. Et genre, tous les matins, c'est 9h, quoi. Et parce qu'après, sinon, bah, t'es pas au travail, donc ça va pas du tout. Donc, faut être là tous les matins à 9h. Et du coup, comme normalement, j'ai un jour en présentiel et tout le reste, c'est en distance. À distance, bah, en fait, je pourrais gruger, c'est-à-dire que je pourrais me lever à 10h ou à 9h30 et du coup, être beaucoup plus flex sur ça. Mais du coup, je préfère aller au travail et me dire, bah, je vais me déplacer, je sors de chez moi, j'y vais, tu vois. Et comme ça, je sais que j'y suis à 9h. Et justement, ça me donne un cadre. Comme ça, je me dis, bah tiens, je sors de chez moi. Donc déjà, si ça me coupe le perso-pro, et ça, j'avais aussi beaucoup de mal parce que pour moi, le chaos, je le retrouve aussi sur ça. J'arrive pas à faire le mix faire la séparation entre perso-pro. Du coup, bah, le fait de partir en vélo chez moi, de chez moi jusqu'au travail, ça me fait déjà cette coupure. Et du coup, l'horaire aussi de 9h à 18h, par exemple, bah, ça me fait vraiment un bloc de travail. Et ensuite, je reviens chez moi, je pense plus au travail. Et ça m'a vachement aidé. Et en plus de ça, du coup, le sport, parce que ça, c'est trop bien, parce que ça me cale sur ça, c'est que du coup, le sport, moi, comme je le fais, pareil, j'ai des créneaux que je réserve, je fais tous les soirs, et c'est soit à 18, soit à 19h. Et par exemple, si c'est 19h, bah, je sais qu'il faut que je quitte le travail à telle heure, où je repère chez moi pour prendre des affaires, pour aller au sport. Parce que je sais que si j'ai pas mon créneau à 19h, et si je sais pas que j'ai à une certaine heure, bah, en gros, je vais quitter le travail à 17, à des fois 18, 19, des fois 20 heures. Et je sais pas, une fois j'étais venu au travail à un dimanche, enfin pas au travail pour aller travailler, mais en gros j'étais juste à l'espace de coworking un dimanche, et j'étais en mode ouais, j'avais envie de travailler. Et du coup bah j'avançais tout ça, et en vrai j'étais dans ma petite mood, dans ma petite bulle de créativité, et je voyais 7, 8, 8 heures, 9 heures, j'avais commandé Uber Eats, hop, je mange. En gros je suis parti à 1h du matin, le lundi matin du coup, mais parce que j'étais trop bien quoi. Mais donc c'est à la fois bien, mais c'est à la fois pas bien, parce que du coup d'un point de vue qualité de vie c'est pas ouf, parce que du coup je me fais de l'écran jusqu'à 1h. J'ai les yeux comme ça, sur un écran bleu, et après je me couche avec des spasmes, genre en train de pétiller, tu vois. Donc c'est pas idéal, je pense, pour la santé. Mais par contre, c'est vrai que j'étais très efficace. C'est à la fois l'avantage et l'inconvénient. Et t'as négocié ton 4/5e avec ton employeur? Ouais, à la base, en gros, il y a du travail pour 5/5e, il y a même du travail pour 6/5e. Mais du coup, j'avais dit que j'avais absolument besoin du temps pour moi, parce qu'en fait, c'est impossible de cumuler, déjà,
en soi, une activité de créateur de contenu, déjà, c'est pas mal de temps. Et si, déjà, juste sur YouTube, c'est déjà du temps. Si en plus, on veut faire un peu le côté business, donc c'est gérer des partenariats, faire d'autres plateformes, Instagram et tout ça, c'est encore plus de temps. Et cumuler avec un autre emploi, c'est vraiment, vraiment chaud. Donc du coup, je sais que je voulais du temps. Donc je vais demander qu'on se libère au moins une journée. Et là, l'avantage, c'est que du coup, j'ai 2 demi-journées que je peux bouger un peu comme je veux. Donc soit le mercredi, soit le vendredi. Et je peux bouger. Donc des fois, si par exemple j'ai un rendez-vous ou un call où je dois aller sur Paris, bah, je peux prendre cette demi-journée et la déplacer. Ça, c'est vrai que c'est très très pratique. Donc j'avoue, franchement, c'est un peu le mix ultime entre salarié et entrepreneur, parce que en fait, entrepreneur, il y a plein d'avantages, mais aussi plein d'inconvénients. Le fait d'être seul, de pas avoir d'équipe, de pas avoir de collègues, de personnes à qui sur qui se reposer. Et on en discutait un petit peu avant, c'était le fait de des fois, tu as des jours où t'as pas envie de choisir ce que tu dois faire et qu'on te dise quoi faire. Ça, c'est cool aussi. Et bah, des fois, ça fait du bien aussi dans des journées où on te dit quoi faire. Et donc, bah, ça, c'est un des désavantages de l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, je le retrouve dans le CDI. Donc, moi, j'aime bien cumuler les deux parce que justement, je me retrouve avec un mix des avantages et des inconvénients des deux côtés. Donc, quand il y a un des trucs qui me saoule des deux côtés, ben, je peux, comment dire, le gagner sur l'autre pan. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai bien aimé. Après, vous avez fait le choix d'être full entrepreneur. Et voilà, il y a pas des choses qui vous manquent dans le salariat? Les tickets resto, La bouffe la gratuite. bouffe. Ah ouais, ça, c'est fou, hein. Vous aviez une cantine ou un truc comme ça ou non, c'était les tickets resto? Cantine, pour ma part, illimitée. Ah Matin, ouais. midi et soir. Matin, Incroyable en midi et plus. soir? Ouais, incroyable. C'était quoi ton travail avant? J'étais au marketing chez Google. Ah ouais, énorme. Ah ouais, donc là, du coup, c'était du all inclusive, quoi. Exactement. T'étais- Ouais, salle de sport, cadre de travail super ouais, le sport positif et tout, donc c'était vraiment très cool. Et du coup, tes seuls frais, c'était quoi? C'était genre l'hébergement, quoi? Juste l'appartement? Oui, bah après tu manges pas non plus tous les jours au Oui. bureau. Ouais, je Et sais moi, pas. j'étais- Manger Google, moi, je dirais Ouais. pas non tous les jours. Ouais, bah tu t'habitues vite. C'est ça la magie du cerveau humain, c'est que tu t'habitues vite. Mais moi j'étais en télétravail très longtemps. C'est pas, sur mes 3 dernières années à peu près, j'étais en télétravail. Ok, Donc au final, j'en profitais plus trop, mais c'est vrai que c'est un des avantages qui te manque, quoi. c'est ouf. Ouais. C'était un campus sur Paris où il y avait un... Ouais, à Paris. Ok. Toi, c'était pareil. T'avais un gros avantage. Ouais, bah, moi j'ai commencé à bosser chez Google aussi ensemble. On avait commencé avec Armand. De base, on était à Dublin. Et après, je travaillais chez TikTok. Et pareil, Ok. pendant 1 an et demi, j'ai travaillé là-bas. Et 1 an et demi, en fait, full remote, parce que j'ai commencé juste après le Covid. Les gars, vous avez des avantages de ouf et vous faites du remote, mais comment? Enfin, pourquoi? Bah, Enfin, moi, pour l'occurrence, les bureaux étaient fermés. Donc, Ah ouais, c'était donc, remote, pas le choix. ouais, quasi forcé. Même si j'étais bien content, perso. Ouais. Mais ouais, après, au-delà de ça, t'as des avantages juste du fait d'avoir un salaire, en fait, et Mm. d'avoir une Ouais, un salaire stabilité fixe, clairement. économique, et en fait, tout ce qui s'ensuit aussi, de dire, bah, du coup, tu peux... Ouais, en fait, t'as pas de pression de te dire, bon, bah, faut que je trouve de nouveaux clients, etc. Exactement. T'as pas de petits trucs qui Ouais. tournent en permanence dans Ouais. la tête, quoi. Et Tu dis juste, bon, bah, je vais au taf, quoi. Et tu peux te permettre des jours où tu te mets un peu en autopilote. Tu te dis bon bah aujourd'hui Ouais. c'est un jour un peu tranquille. Et à la fin du mois j'ai quand même mon salaire qui va tomber. Ouais, c'est vrai. T'as la même variable. Et ça, c'est dur parce que quand t'es entrepreneur, alors c'est un peu plus dur parce que je pense qu'entrepreneur, c'est soit du coup ton temps est décorrélé de ton temps, enfin ta rémunération est décorrélée de ton temps. Et dans ce cas-là, c'est plus à l'intelligence de la tâche que tu vas faire et l'impact que tu vas faire que là, tu auras une rémunération en face. Mais pour ceux qui vont travailler un nombre d'heures et avoir tant de revenus pour les livreurs, les trucs comme ça, bon bah là pour le coup, tu peux pas trop te mettre en autopilote. Enfin, c'est compliqué quoi. Ouais, c'est Ouais. vrai. Ça, c'est chaud. Mais même quand tu te mets en autopilote sur des tâches, justement sur ça, là, ces tâches-là, où il faut faire des tâches intelligentes, des fois, tu peux faire aussi des mauvais choix. Genre, tu te dis, bah, tiens, je vais faire, je sais pas, je vais faire de l'argent rapide, je vais mettre en avant telle marque, parce que, bon, même bref, c'est pas une marque de ouf, mais elle paye bien et tout. Et en vrai, ça a un impact de ouf sur la confiance que les gens vont avoir de toi, parce que t'as parlé d'eux et que c'était une marque de merde, par exemple. Et ça, c'est vrai que c'est pas fou, quoi. Alors que c'est vrai que quand t'es salarié, bah, l'avantage, c'est que t'as pas ces problématiques-là, quoi. Ça, c'est bien. C'est clair. Ouais. Il y a une question que je voulais te poser aussi. L'argent dont tu parles beaucoup dans tes vidéos, c'est un sujet qui est un peu tabou et en même temps qui intéresse beaucoup les gens. Nous, on le voit aussi dans nos vidéos, tu sais, quand on parle de sujets qui touchent de près ou de loin à de l'argent, genre tel créateur a généré autant, etc. Bah, ça attire et ça fait plus de vues, etc. Est-ce qu'il y a des mécanismes psychologiques comme ça que toi t'as identifié, sur lesquels tu joues et tu t'es dit, ah bah tiens, je vais parler de ça comme ça parce que ça va attirer l'audience, etc. Moi, je joue pas du tout sur ça, parce que, enfin, je sais que j'ai des collègues youtubeurs ou bah, pareil,
plein d'autres créateurs qui vont jouer sur ça, qui vont donner des gros chiffres ou qui vont dire bah voilà, tu pourrais avoir 1 million je sais pas à la fin de la retraite en épargnant tant d'euros tous les mois à 15% par an de rentabilité. En fait, c'est facile de faire des calculs et de donner plein de chiffres et d'être assez putaclic sur plein de trucs. Moi, je préfère justement pas le faire. En fait, je préfère que les gens consomment mon contenu. En fait, je préfère que les gens me voient plus un peu comme un conseiller, tu vois, mais posé, quoi. En gros, j'ai pas envie d'être un influenceur, mais plus être un conseiller gentil qui va je sais pas comment expliquer, tu vois. Mon bon pote Ouais, qui te donne conseil, quoi, en gros. Ouais, voilà, c'est ça. Dans le sens où en gros, moi, je préfère ne pas être optimiste sur les chiffres, je préfère justement être pessimiste, mais que du coup, si t'as une bonne surprise, bon bah c'est cool. Mais si en gros, je veux pas surjouer le truc, je veux pas dire aux gens, bah par exemple, c'est le fait de dire ça. Il y a plein de gens qui vont dire, bah faut pas être salarié, c'est être esclave d'un mec qui te donne qui te donne des ordres et tout ça. T'es dans la rat race, etc. Et je trouve qu'en fait, pour moi, c'est le mauvais discours qu'il faut, il faut pas avoir ce discours-là. Pour moi, il faut bien voir les avantages et les inconvénients des deux côtés. Et du coup, je le suis dans les deux parce que justement, j'apprécie les deux et je veux en parler des deux, tu vois. Je veux dire que je pourrais tout à fait dire, bah tiens, entrepreneur, c'est tellement mieux, je gagne beaucoup plus d'argent, ce qui est aussi vrai, hein, je gagne plus d'argent en étant entrepreneur qu'en étant salarié, mais il y a aussi beaucoup d'avantages en étant salarié qu'en étant entrepreneur. Et en fait, quand je le ramène à l'euro gagné, des fois, ça peut être plus cool d'être salarié. Et donc, je préfère être très objectif sur plein de sujets plutôt qu'être hyper clivant sur l'entrepreneuriat, par exemple. Et du coup, donc la question, c'était par rapport au... Est-ce qu'il y a des mécanismes Ah que oui. tu utilises pour... Ben justement, non. En fait, moi, mes vidéos elles vont être guide complet sur le PEA, mais je vais jamais mettre, par exemple, comment j'ai fait 180 000 euros en 3 ans avec mon PEA, quoi. Parce que du coup, je vais pas attirer les bonnes personnes en faisant ce type de vidéo. Et moi, je préfère attirer des gens qui veulent plutôt chercher de la pédagogie ou qui vont rechercher de l'information plutôt que une astuce facile pour gagner de l'argent rapidement. Je préfère faire de l'éducation plutôt. Et puis en même temps, c'est aussi c'est un gage de crédibilité, mais aussi comment dire, je peux pas décevoir les gens si moi je leur apporte juste du factuel. Genre je dis bah comment fonctionne une assurance vie, bah voilà, ça fonctionne de telle manière, tu vois. Ou genre c'est quoi les frais derrière une assurance vie, bon bah c'est de telle manière. Et comme ça au moins je sais que je ferai pas de déçu. Alors que si tu dis voilà comment faire x10 en achetant sur telle crypto, bah en plus tu peux faire des déçus, mais en plus tu peux ruiner des gens, donc c'est chaud. Et c'est pour ça que si on veut, je pense, durer dans le long terme, il faut avoir, je pense, une stratégie justement long-termiste, faire du bon contenu. Et je crois que c'était, je sais plus comment il s'appelle ce mec-là, un Américain qui avait donné cette expression sur YouTube, mais c'est pareil sur tous les types de contenus. Il disait que YouTube c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc il faut vraiment le voir sur le long terme. Et moi, quand je vois d'autres potes YouTubeurs qui font une super croissance, qui marchent super bien, franchement, c'est super cool, mais je préfère voir ma croissance. Et en fait, je me dis, dans 10 ans, je sais que je serai encore là. Donc, je préfère prendre le temps. Et certes, j'ai peut-être 10 fois moins de croissance, mais au moins, j'ai de la croissance. Et toujours se comparer à soi-même, et à ses propres chiffres, plutôt que de se comparer aux autres. Parce que, du coup, quand tu regardes les autres chaînes, tu te dis, putain, ils ont une croissance de ouf, et pas moi. Comment ça se fait? Et ça, c'est vrai que ça fait un peu mal à l'ego. Parce que tu te dis, j'ai envie de faire, je fais du bon contenu, mais ça suit pas, quoi. Bah surtout que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Tu vas toujours trouver un youtubeur qui parle d'un C'est sujet, qui a plus de vues, qui a plus d'abonnés, qui en parle mieux que toi, qui est plus beau gosse, qui gagne plus d'argent, tout ce que tu veux. Et au final, enfin ça c'est l'histoire de la vie. Tu vois, tu trouves toujours quelqu'un C'est clair. dont tu peux être jaloux, quoi. Et après tu te rends jamais compte de ce qui se passe derrière. C'est est-ce qu'il est content de son cadre de vie. Bien sûr, ouais. Peut-être qu'il était très chanceux. Peut-être que quand je vois par exemple aussi le lancement par exemple de Micode, ça avait fait beaucoup parler. En quelques semaines, il avait fait une vidéo qui avait percé sur Le Bon Coin, et je crois qu'il y avait 2-3 youtubeurs qui avaient parlé de lui, et donc c'est ce qui l'avait fait exploser. Donc il était monté hyper rapidement aux 100 000 abonnés. Et forcément en tant que youtubeur ou en tant que créateur, ça fait un peu rager de se dire putain, il a trop percé trop vite et tout, ça me saoule. Pourquoi moi j'ai pas cette croissance? Mais bon, c'est le jeu. Et ce qu'il faut voir, c'est chacun. En fait, moi je préfère le voir par le prisme de comme je le vois comme c'est une entreprise, c'est un business, est-ce que chaque année je m'améliore? Est-ce que je fais chaque année plus de revenus? Ou est-ce que mes revenus sont plus stables? Ou est-ce que je noue de meilleurs partenariats? Plutôt que de le voir juste sur la partie vanity métrique, genre que les chiffres, que tiens, j'ai gagné tant d'abonnés, mais l'année dernière j'avais gagné plus à la même période. Je préfère voir vraiment le chiffre d'affaires et c'est plus ça qui m'intéresse. Et aussi la qualité des relations que je vais avoir avec les gens aussi. Parce que ça joue vachement, mais si tu fais plus de chiffre d'affaires, mais que derrière les gens parlent mal de toi, ou que
t'as une mauvaise image, ou les gens me mettent des mauvais commentaires, ou enfin voilà, bah c'est pas cool, et je préfère faire pareil autant de chiffre d'affaires, mais avoir un meilleur avis, que j'ai une bonne image, et que j'ai que je dégage une bonne confiance, quoi. Tu parles de ton revenu, du coup, ton chiffre d'affaires en tant que créateur. Est-ce que tu peux nous parler justement de comment, de quoi est composé ce revenu? Ouais. Différents streams de revenus. Est-ce que tu peux nous détailler un peu tout ça? Ouais, alors en fait, c'est articulé. Alors ça a beaucoup bougé parce que du coup, comme j'ai fait pas mal d'activités, ça a vachement varié au fur et à mesure des années. Mais donc au tout début, quand j'ai lancé mon statut de micro-entrepreneur, à la base, c'était pour faire, on va dire, en freelance développeur. Donc je faisais des sites web, un peu de design, donc je faisais des logos, des bannières, des trucs comme ça. Et là, bah, c'était très variable, mais c'était en gros autour de 100 et 200 euros par mois, donc c'était vraiment très peu. Ensuite, j'ai commencé à faire un petit peu de YouTube, donc là, ça a rajouté peut-être 30 ou 40 euros par mois, donc c'était à l'époque où c'était le kebab par mois où je gagnais un petit peu de sous avec. C'est vraiment la période, on va dire, un peu lycée. Et à ce moment-là, donc là, je suis arrivé sur Bordeaux, j'ai commencé à faire mes études supérieures et j'avais le droit à des demi-journées dans mon école d'ingénieur. Donc du coup, je faisais pendant les 2 premières années, soit je travaillais le matin en école, soit je travaillais le matin, soit je travaillais le soir ou l'après-midi. Et du coup, le reste du temps, la journée opposée, bah, je pouvais faire ce que je voulais. Donc moi, en l'occurrence, je faisais de la micro-entreprise. Donc je faisais soit un peu de freelance et du coup, je m'étais aussi inscrit Uber Eats et donc je faisais de la livraison de plats et tout pendant une petite année. Et donc ça avait bien marché, je faisais peut-être 300, 400 euros par mois, donc ça me faisait une petite source de revenus plutôt cool. Et à ce moment-là, en fait, on commençait à rentrer dans l'hiver, et je disais, putain, c'est chiant, il commence à pleuvoir et tout ça. Et j'avais ma chaîne YouTube où je faisais quelques vidéos de design et tout ça. Et j'ai fait une vidéo en parlant de mon expérience Uber Eats, parce que Uber Eats proposait du parrainage à ce moment-là, et ça marchait super bien. Et en gros, pour des personnes qui s'inscrivaient par notre lien et qui faisaient X courses, on gagnait 50 ou 80 ou 100 euros de prime de parrainage. Donc c'était des très grosses primes. Donc le challenge pour avoir la prime était quand même assez élevé, mais à la fin, le 100 balles, il fait très plaisir, quoi. Donc j'avais fait cette vidéo, et où en fait, je parlais un peu de mon expérience, je criais un peu les feux, etc. Enfin, c'était pas forcément hyper cool à raconter, mais voilà. Et, euh, et cette vidéo a bien marché sur le long terme, alors que pourtant je faisais des vidéos sur du graphisme et tout, donc rien à voir. Mais la vidéo a bien marché et je commençais à gagner des sous. Et des fois, j'ai fait un mois à 300 ou 400 balles juste en parrainage. Donc je me suis dit, putain, j'ai fait plus que en travaillant moi-même sur Uber Eats. Je me suis dit, ouais, il y a un truc à faire sur le côté parrainage et tout ça. Et donc j'ai un petit peu arrêté Uber Eats à ce moment-là, j'ai continué sur YouTube et j'ai testé un peu plus de parrainage, donc j'ai essayé des trucs un peu banques, genre Boursorama, N26, etc. Ça a bien marché. J'ai commencé donc à faire des formations sur du design, donc c'est là où la partie formation a augmenté. Et là, j'étais monté au fur et à mesure, j'ai commencé à tester sur Udemy et j'ai fait mon premier mois à $300, puis 600, puis 900, et ensuite là, je suis monté donc j'ai fait ça pendant 2 ans et j'étais monté à quasiment $2000 le meilleur mois sur Udemy. Donc c'était une moyenne, on va dire, de 1000-1500. Donc ça à 1000-1500 plus YouTube une centaine par mois. En gros, je faisais pendant mes premières années de micro-entreprise entre 2000, à peu près 2000 euros par mois de micro-entreprise. Ça, c'est à quel âge? Donc ça, c'était à 19-20 ans. Ok. Jusqu'à 21. Et donc là, déjà, c'était vraiment très cool parce que j'avais pas j'avais pas de source de dépenses. Donc c'était vraiment que du bonus. Et donc justement, j'avais ces sous-là dont je faisais rien, je dépensais pas, j'avais pas de loyer, donc mon loyer était payé par mes parents, donc j'avais pas de loyer particulier, et j'avais pas spécialement envie de dépenser. Moi, je suis pas un crameur, donc voilà, j'avais ces sous-là, et j'avais commencé un petit peu à avoir envie d'investir. Donc je commence un petit peu à investir, à acheter des actions en bourse et tout ça. Et donc en parallèle, je continue sur YouTube. Je me dis que je vais faire un Swift du coup sur la micro-entreprise. Donc je commence un petit peu à en parler. Je fais une vidéo dessus. Et donc qui a bien marché. Je me dis je vais en faire une deuxième et plus complète de 30 minutes où je vais vraiment aborder le sujet au complet. Et je fais un tweet en disant tiens, qui est chaud, quelles sont vos questions sur la micro-entreprise. Et Shine, donc une banque en ligne, me propose de parler d'un éventuel partenariat. Donc je dis vas-y, c'est trop cool et tout. Et donc du coup je me fais sponsoriser ma vidéo par Shine. Donc c'était mon premier partenaire, mon premier vrai gros partenaire sur ma chaîne. J'étais en mode waouh, c'est trop cool. Donc là déjà ça fait tout de suite un revenu d'un coup. C'est la première fois que je faisais une vidéo sponsorisée. Donc là c'était vraiment payé un fixe en plus une commission pour chaque client que j'apportais. Et du coup cette vidéo a bien marché sur le long terme. Et en fait ce que j'ai vu justement, j'ai vu cet effet-là de mes inscriptions mois par mois augmenter au fur et à mesure que la vidéo marchait. Et donc j'étais en mode j'ai fait ma vidéo il y a 3 mois, mais je gagne plus en affiliation
que quand je l'ai sorti au tout début. Donc je suis en mode, ok, bon bah en fait, la recette elle est simple, il faut que je fasse plus de vidéos avec de l'affiliation pour augmenter ces sources-là et pour que mes courbes, bah en fait, elles s'ajoutent les unes aux autres, quoi. Et donc bah, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai continué avec des partenariats avec des marques comme du coup Shine. Qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai fait pas mal de courtiers en ligne comme Trade Republic, De Giro, Interactive Broker, d'autres banques en ligne, des logiciels comme Freebie, comme Abi, comme des choses de comptabilité, des choses comme ça. Et au final, en fait, mes revenus, en fait, c'est simplement comment dire, un camembert, enfin je sais pas le terme, mais en gros Un stack. voilà, un stack, voilà, merci, je cherchais le mot en anglais, un stack de revenus qui s'ajoute. Et du coup, chaque stack qui s'ajoute, c'est une courbe. Et en fait, si je fais du bon contenu qui est bien performant, en fait, c'est une courbe qui est croissante. Et donc, du coup, ça fait que mois par mois, chaque partie prend quand même de plus en plus de, de hauteur. Et ça, c'est vraiment l'avantage de l'affiliation. Donc là, aujourd'hui, en gros, là, sur mon année 2022, j'ai fait à peu près 65 000 euros de chiffre d'affaires. Enfin, je vais faire à peu près 65 000. Et sur les 65 000, je dirais qu'il y a facile 2 tiers qui vont être de l'affiliation. Donc ça va être de la commission, ça va être des choses comme ça. Il y a peut-être un quart, donc un peu moins d'un tiers qui va être de la vidéo sponsorisée, donc c'est des fixes sur les vidéos ou sur du contenu. Et après le reste, ça va être un petit peu tout. Donc ça va être les formations sur Udemy, ça va être qu'est-ce que ça peut être les revenus YouTube, les revenus liés à d'autres types d'activités. Des fois, je fais des interventions ponctuelles, des conférences, des trucs comme ça. Des fois, c'est des petits 200, 300 euros que tombent en plus. Hop, ça s'ajoute et ça fait tout ça à la fin. Donc, c'est principalement de l'affiliation, en gros. J'en profite pour prendre quelques secondes pour te présenter Shine, qui est justement le sponsor de cet épisode, sans qui on n'aurait pas pu aller à Bordeaux à la rencontre d'Axel. Si tu viens de te lancer comme indépendant, monteur vidéo, créateur de contenu ou entrepreneur, t'en es certainement au stade où t'as besoin de créer ton auto-entreprise pour pouvoir facturer tes premiers clients. Il y a de grandes chances que tu sois perdu entre les différents statuts, les déclarations de revenus ou les déclarations d'impôts. C'est un vrai casse-tête et entre nous, personne qui vraiment s'occupait de cette partie. Et ça tombe bien, Shine, c'est un compte professionnel en ligne pour les indépendants et entrepreneurs qui a un objectif, te simplifier la vie. Par exemple, tu peux créer ta société grâce à Shine, générer des factures, suivre le paiement de tes clients et relancer automatiquement ceux qui ne t'ont pas encore payé. À titre personnel, ça fait 1 an que j'ai un compte chez Shine pour mon activité d'auto-entrepreneur et je trouve leur service incroyable. Leur blog est super, ils y partagent plein de ressources, des tutos et des guides complets. Et petit bonus, leur service client est ultra sympa et réactif, ce qui change de ma banque d'ailleurs. Ça tombe bien puisque Axel, notre invité du jour, a fait une vidéo dans laquelle il explique pas à pas comment créer sa société avec Shine. Je te mets le lien tout de suite en description. Allez, on y retourne. Bonne écoute. Tu parles de ces courbes justement qui s'additionnent et qui s'empilent. Je suis curieux justement sur une vidéo. Quelle est la durée de vie justement de tes vidéos d'un point de vue affiliation? Parce que tu vois, sur un sujet par exemple sur comment créer sa micro-entreprise, ça peut être valable il y a 3 ans et c'est sûrement valable encore aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment une courbe qui est sans cesse en croissance, ou est-ce qu'au bout d'un moment tu te rends compte que les gens regardent plus la vidéo et il n'y a plus d'affiliés, etc. Alors, en fait, la vidéo, les revenus affiliés, ils sont pas vraiment corrélés au nombre de vues parce que ça dépend d'un peu de si les gens peuvent très bien regarder une vidéo sur la micro-entreprise mais avoir déjà leur micro-entreprise. Donc c'est un peu une moyenne de tout, mais de manière générale, en tout cas, si je vais prendre cet exemple de la micro-entreprise, moi, la plupart de mes contenus qui sont vraiment travaillés pour l'affiliation, je fais des vidéos, on va dire, denses, longues, parce que je sais que sur YouTube, c'est ce qui marche et ce qui va faire que la vidéo va rester longtemps. Par exemple, si je fais une vidéo micro-entreprise de 10 minutes qui a parlé un peu de l'actualité en disant, tiens, nouvelle loi sur la micro-entreprise, je sais que dans 3 ans, cette vidéo, elle va passer à la poubelle et que personne va continuer à la regarder. Par contre, si je fais une vidéo guide complet sur la micro-entreprise, tout comprendre et tout, tant que vraiment la loi n'a pas changé particulièrement sur la micro, si la vidéo elle est dense et que la plupart des gens restent longtemps dessus, en fait la vidéo elle va vraiment rester sur longtemps. Et donc moi ma vidéo elle se positionne 2e sur YouTube, donc ou première je crois. Enfin ça varie, je crois que je suis en concurrence avec quelqu'un d'autre, mais on est vraiment genre dans le premier dans la première page. Et en fait ça fait que j'ai un super trafic sur cette vidéo et que même 3 ans après cette vidéo elle marche encore. Donc du coup j'ai quand même fait une mise à jour de cette vidéo parce que j'avais plein de choses à redire et donc je suis passé d'une vidéo de 30 ou 40 minutes à une vidéo d'1h10. Donc forcément ça augmente aussi, il y avait plein de choses que je voulais rajouter, mais là c'est vraiment la version un peu ultime de ce que j'ai à dire. Et en vrai, tant qu'il n'y a pas de grosse mise à jour sur le statut, pas grand chose à dire. Et donc cette vidéo je l'ai faite il y a quasiment 1 an maintenant, et aujourd'hui les vues que je fais ce mois-ci, elles sont plus élevées que le mois de lancement que j'avais fait de cette vidéo. Donc ça veut dire que
cette vidéo en fait renforce son SEO au fur et à mesure. Et donc ça c'est un super effet parce que ça veut dire que probablement je fais plus d'ouverture de compte maintenant qu'avant. Et c'est ce qui est vrai, c'est qu'en gros ma courbe, en effet les premiers mois, je faisais quelques ouvertures, puis j'en ai fait un peu plus, etc. Et avant en gros en affiliation, par exemple pour le partenaire Shine, je pouvais faire quelques centaines d'euros, et là maintenant on est à un ou quelques milliers par mois, donc c'est quand même plus conséquent. Et c'est ce qui fait que justement c'est un partenariat qui est hyper pérenne sur le long terme, parce que ça donne vraiment cette vision sur le long terme. Après, tous les partenariats sont pas comme ça. Il y a des fois des partenariats où je fais une vidéo, la vidéo va bien marcher, et puis ensuite ça va venir s'effondrer au fur et à mesure. Mais bon, le but c'est de cumuler que des bonnes vidéos qui vont perdurer. Un autre exemple, c'est Freebie. C'est un outil de comptabilité pour micro-entrepreneurs qui est top aussi. J'avais fait une vidéo dessus en parlant un peu de cet outil. Et il y a personne sur YouTube qui en parlait. Et du coup, dès qu'on tape Freebie ou Freebie à vie, je tombe dessus. Enfin, je tombe sur le mot-clé. Et du coup, les gens s'inscrivent par mon lien avec un code promo et tout. Et donc là, aujourd'hui, alors comme un peu pour Shine, ça a augmenté. Et ensuite, je tombe sur un plateau. Donc là, je suis à un plateau qui me fait à peu près 600 euros par mois sur Freebie. Et sur Shine, on est aux alentours de quelques milliers. Et du coup, c'est un plateau qui bouge pas plus, mais qui reste pérenne. Donc pour le moment, tant que ça baisse pas, je me dis, je m'inquiète pas. Bien sûr, ouais. T'as bien raison. Ouais. Puisqu'on est dans le sujet, nous, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui nous écoutent, de toute taille, parfois des grandes boîtes, ou parfois des créateurs qui commencent justement à monétiser et à générer des premiers revenus. Toi, tu nous as dit que tu avais donc une micro-entreprise. C'est quoi les options qui s'offrent à un créateur quand il veut commencer à déclarer du revenu, et qu'est-ce que tu recommanderais à ceux qui nous écoutent? Déjà, je pense que le premier statut à envisager, c'est la micro-entreprise, parce que c'est le statut à la fois le plus simple, celui qui va coûter le moins cher en termes de fiscalité et ce qu'on va payer en impôts. Et c'est surtout que nous, en tant qu'entrepreneurs, on va pas se prendre la tête avec, je pense, de la lourdeur administrative. Donc on va un truc vraiment simple, facile à faire, facturer facilement. Et l'avantage de la micro-entreprise, c'est que on peut tout faire avec une application, ou même rien qu'avec sa banque. Par exemple, Shine, donc qui est une banque en ligne, permet en plus de faire la facturation depuis l'application. Donc on n'a pas toutes les fonctionnalités, mais on peut déjà faire plein de choses. Donc juste pour un dev freelance, ou pour un mec qui veut juste se lancer, un youtubeur ou n'importe quoi qui veut juste faire des factures, faire des devis et avoir une dizaine de clients, ça suffit largement. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin, je pense que c'est bien de cumuler un compte plus avec un outil de compta, genre Freebie ou Abi, A2BY. Et après, on a aussi d'autres options comme le fait de créer une SASU ou une SAS ou une EURL. Donc je dirais que pour ceux qui veulent choisir, par exemple, l'EURL sera plus intéressant pour ceux qui veulent du coup se lancer en indépendant, mais qui veulent prioriser leur rémunération. Par contre, pour ceux qui sont par exemple salariés et qui veulent toucher leur chômage pendant 1 ou 2 ans, vaut mieux qu'ils créent une SAS, parce que du coup ils veulent pas prioriser leur rémunération. Donc du coup ils peuvent créer une SAS ou une SASU, mais du coup il y a une lourdeur administrative, ça coûte de l'argent, il faut avoir un comptable ou un expert comptable, et ça je crois en général c'est 1000 euros par an à peu près, comme ça. 1600 je crois. 1600. À peu près, ouais. Ça dépend, je pense peut-être si tu prends soit en ligne, soit avec un mec en vrai, pour avoir du conseil. Et ça peut être bien parce que du coup tu peux passer des charges sur ta boîte, mais si t'as pas de charge, par exemple moi en tant que micro-entrepreneur, même quand on fait un bon chiffre d'affaires, moi à part une partie de mon loyer et à part quelques logiciels, je vais avoir peut-être 3000 euros de coûts par an, donc c'est vraiment très peu, et ça vaut pas le coup de passer en société. Du coup, juste pour simplifier, si t'es créateur, que tu génères de l'argent et que t'as envie de te verser un salaire tous les mois, toi tu conseilles plutôt le IRL, c'est ça? Alors je dirais plutôt en priorité la micro-entreprise. La micro-entreprise en priorité. Ouais. Et après, si les personnes dépassent le plafond de la micro-entreprise, je pense qu'il faut vraiment exploser le plafond de la micro-entreprise pour passer au-dessus. Okay. Et que même si on a 50 000, si on se dit est-ce que ça vaut le coup de passer en URL ou SASU, pour moi ça vaut pas le coup, il faut vraiment exploser le plafond. D'autant plus qu'on peut l'exploser 2 années consécutives, et c'est que à partir de la 3e année que là on changera de statut. Et donc, parce qu'en fait tout le monde se dit, tiens, le plafond il est à 72 000 et quelques, il faut pas que je déplace la première année, il faut pas que je déplace la deuxième. Mais en fait si, on peut tout à fait le dépasser la première année, on peut tout à fait le déplacer la deuxième, et c'est que la 3e où là, légalement, faudra changer de structure. D'accord. Donc on est vraiment large, et on peut tout à fait faire 150 000, 200 000, et ensuite faire autre chose.
Et alors là, bien sûr, quand on fait 150 000, du coup, on est imposé à l'impôt sur le revenu. Donc là, par contre, en impôt sur le revenu, ça va taper. Et là, ça vaut peut-être plus le coup de passer en société. Mais du coup, c'est juste la partie qui dépasse le plafond de la micro-entreprise qui est imposée sur l'impôt sur le revenu. Non, c'est vraiment tout. En fait, la partie imposition, c'est tu vas avoir ton chiffre d'affaires. Admettons, on fait 100 000 euros de chiffre, enfin, on va faire plus simple que d'un point de vue, on va faire 50 000 euros de chiffre d'affaires. Sur ces 50 000 euros de chiffre d'affaires, on va payer des cotisations, donc qui vont être un pourcentage par rapport au chiffre d'affaires. Donc, peu importe que tu aies des charges ou pas, tu peux rien passer en charge, c'est un pourcentage. Donc, par exemple, si tu fais de la prestation de service, ce sera autour de 22%. Donc, par exemple, tu fais 50 000, tu auras 22% de cotisation sociale. Donc là, c'est juste tes cotisations, mais c'est pas ton impôt sur le revenu. Par contre, à la fin de l'année, du coup, une fois par an, on doit faire notre déclaration d'imposition. Et sur cette déclaration, on va devoir déclarer notre chiffre d'affaires. Donc, par exemple, c'est 50 000. Ces 50 000, on va avoir un abattement fiscal de 34 ou 50 ou 71% en fonction du fait que soit on fait une activité libérale, soit c'est commercial, soit c'est artisanal, la vente de marchandises. Et donc du coup on va avoir un abattement et après cet abattement-là, ça va se mettre sur le calcul de l'impôt sur le revenu. Donc c'est les fameuses tranches de 0, D'accord. 11%, je pense que c'est après 30, je crois, Ouais. 41, etc. Et donc ça veut dire que, admettons on fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, on va avoir, si on fait de la prestation de service, on va avoir un abattement de 34%. Donc, on va avoir 76 000 euros d'impôts, 76 000 euros, de revenus qui vont être imposés à l'impôt sur le revenu. Et donc, 76 000, ça fait vraiment mal parce que on va avoir 0% sur les 10 premiers 1000, puis ensuite, 11%, etc. Et donc, c'est là où, quand tu tapes dans les 41, ça fait mal, quoi. J'ai une question de noob. Auto-entrepreneur, c'est encore un autre statut que micro-entreprise? Non, c'est vraiment le même terme. Ok, C'est d'accord. juste que été Ça renommé il y a pas désigne la même chose, ok. Ouais, exactement. D'accord. C'est exactement le. Pour être sûr. Ouais. Mais ouais, du coup, micro-entreprise, je conseille à tout le monde de commencer par ça. Et puis en plus, c'est simple. Donc, c'est même pas de se dire, est-ce que ça vaut le coup de passer en société? Rester sur du simple. Et franchement, on peut faire largement plein de choses. On peut aussi, il y a plein de gens qui savent pas, mais avec la micro-entreprise, on peut récupérer la TVA si on la facture. Donc au bout de 36 500 euros de chiffre d'affaires encaissé sur l'année, on doit facturer la TVA. Et donc si on la facture, on peut la récupérer. Donc ça veut dire que si je fais une prestation à un client, donc moi je vais lui facturer 1000 euros, donc TTC je lui facture 1200, mais à 200 euros que j'ai collecté de chez mon client que je vais renvoyer aux impôts, si j'achète un MacBook et que j'ai payé 400 euros de TVA sur l'achat du MacBook, en plus l'État va devoir me rembourser 200 euros de TVA. Bon, ça après du coup c'est la TVA pour ceux qui connaissent, mais c'est peut-être un sujet un peu avancé. Ouais, ça reste des sujets quand même assez complexes et Ouais. avancés, surtout sur un format audio. Je pense que J'imagine. c'est difficile de tout suivre, mais du coup, tu recommanderais quoi T'as des ressources à nous partager? Évidemment, ta chaîne YouTube, sur laquelle il y a des guides très complets, pas à pas. Moi, j'aime beaucoup tes vidéos et quand j'ai créé mon compte, parce que j'étais auto-entrepreneur, j'ai créé mon compte chez Shine et j'ai regardé ta vidéo, j'ai suivi le tuto et j'ai utilisé ton lien d'affiliation. Donc, tu me dois une petite bière après. Non, je rigole. Mais du coup, elles sont super parce qu'elles sont vraiment pas à pas, tu partages ton écran et tout. Mais est-ce que tu as d'autres ressources à nous partager? Franchement, en tout cas pour la micro-entreprise, pour la partie, on va dire, démarche, ce qu'il faut faire techniquement, je pense qu'il faut regarder, comme tu l'as dit sur YouTube, tu tapes micro-entrepreneur, donc il y a ma vidéo, mais il y a aussi une vidéo de Julien, un autre collègue youtubeur avec qui on se partage la première place, qui est aussi très concrète. Et le mieux, alors on peut faire ces démarches sur le site de l'URSSAF. On va sur le site de l'URSSAF, on fait auto-entrepreneur, créer son statut. Il y a un formulaire à remplir, c'est assez simple. Mais après, il y a des boîtes qui s'occupent de faire toute cette partie administrative, qui finalement est pas une très grosse tâche. Mais pour tous ceux qui ont un peu comme toi, je pense, la phobie administrative, c'est vrai que c'est un peu un enfer. Donc il y a des boîtes qui s'occupent de tout. Par exemple, tu as mentionné Shine. Eux, tu arrives chez eux, tu dis ton nom, ton prénom, tu mets ta carte d'identité, tu dis quelle activité tu veux faire, et hop, ils s'occupent de tous les papiers, de ta création de statut et tout. Et après, ils t'offrent aussi, je crois, 6 mois de compte bancaire en plus. Donc au final, pour le prix de 6 mois de compte bancaire, ils te font les démarches. Donc ça peut être assez intéressant de le faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un partenariat avec eux, parce que c'était une très belle boîte, ils avaient un beau produit. Et du coup, moi, historiquement, je suis client de chez eux depuis leur lancement, au tout début. Donc j'ai grave kiffé leurs produits et c'est pour ça que je le recommande. Donc je pense que passer par eux, après il y a d'autres boîtes aussi qui font de l'accompagnement. Il y a, je crois, Legal Start le font aussi, mais eux du coup ça fait des tarifs plus chers. Je crois que pour la création d'un statut ça va être autour de 120 euros. Et le problème c'est que t'as pas de compte bancaire avec. Donc quand tu peux cumuler un peu tous les avantages, autant le faire.
et après directement sur le site de l'URSSAF, mais ça c'est pour ceux qui veulent se taper les dents sur de l'administratif pur, quoi. Et donc quand on regarde tes vidéos, j'ai l'impression que la plupart s'adressent à des personnes qui ont vraiment une démarche proactive de recherche sur YouTube. Typiquement, je veux créer mon compte Shine, je vais ou peu importe, tu vois, je vais sur YouTube, je tape une recherche et là il y a ton guide complet qui apparaît. Toi, t'as vraiment cette logique où quand tu construis tes vidéos, tu te dis j'ai une approche très SEO de ma vidéo, il faut qu'elle apparaisse quand les gens me cherchent. Exactement. Ça, c'est toute ma stratégie sur YouTube parce que moi, je suis très mauvais à faire du buzz ou faire des vidéos qui font un bon taux de clic et tout ça. Moi, je suis très bon sur parler longtemps sur un sujet et je pense chapitrer. En fait, tout ce travail de synthèse et d'apporter l'information concrète et bien construite, je pense que c'est plus ça où j'ai mon expertise et moins sur le côté arriver à créer du storytelling, arriver à créer une histoire. Il y en a, ils arrivent à faire des super vidéos, par exemple, de développement sur comment j'ai hacké telle personne. Et ils vont faire toute une histoire avec un héros qui va avoir des combats et tout ça. Et jusqu'à la fin avec un dénouement. Et moi, j'arrive pas à faire ça. C'est pas du tout mon fer de lance. Donc, moi, je suis beaucoup plus sur du contenu. Et ça tombe bien parce que comme je suis une vraie pipelette et que je parle longtemps, eh ben, je peux faire des vidéos de 30 minutes ou de 40 minutes. Et comme YouTube fonctionne aussi, c'est un peu comme TikTok ou n'importe quelle plateforme, c'est plus tu incites les gens à rester longtemps sur la plateforme, plus ton contenu est mis en avant. Et donc moi, je fais des formats qui sont assez longs parce que je sais que les gens, si les contenus sont de bonne qualité, les gens vont rester longtemps. Et par exemple, sur la vidéo, sur la micro-entreprise, en moyenne, les gens restent autour de 17 ou 18 minutes. Donc c'est quand même une moyenne qui est très élevée, parce que déjà la vidéo fait 1h10, donc forcément, c'est facile d'avoir une moyenne plus élevée. Mais du coup, comme j'ai un taux moyen qui est très élevé, ma vidéo elle est mise longtemps en avance. Enfin, elle est souvent mise en avance. Et donc c'est aussi pourquoi j'ai un bon référencement. Donc moi en gros je travaille tout, c'est-à-dire que je travaille le titre pour que ce soit au top niveau SEO, donc que ce soit genre guide complet quelque chose, comment faire ça, tutoriel de A à Z, tu vois tous ces termes-là très débutants ou genre machin pour débutants, donc pour vraiment englober un maximum de personnes et pour que je prenne la personne, on va dire, du niveau 0 en mode je veux découvrir le sujet et à la fin je sais faire, tu vois. Et de passer de cette étape-là à je sais faire, ça prend un certain temps, ce sera le temps de la vidéo. Et du coup, voilà, je fais le contenu chapitré au max. Donc, je fais les chapitres, la description, je mets toutes les sources, je mets un commentaire épinglé, enfin, je fais tous les trucs hyper techniques. Je mets des fiches YouTube, après, je renvoie un mail, je fais un tweet, enfin, je fais la totale pour le SEO au max, quoi. Mais comment est-ce que tu trouves les titres, par exemple? Est-ce que tu as des outils qui t'aident à trouver les mots-clés? Est-ce que tu fais des recherches? T'as des petits hacks un peu comme ça pour faire des bonnes vidéos SEO? J'ai aucun hack. Je dirais que en fait, je me dis, tiens, il y a un sujet qui m'intéresse. Par exemple, il y a un an et quelques, un peu plus d'1 an, je voulais regarder un peu le PEA parce que c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup. Donc, je regarde un peu les vidéos qui sont sorties sur le PEA et je me demande, je fais une liste de toutes les questions que je me suis posées et auxquelles j'ai pas eu les réponses. Et dans toutes ces vidéos-là. Donc je me dis, en fait, ce serait trop bien d'avoir une vidéo qui compile toutes ces questions-là, mais bien structurée avec avec des chapitres et des modules, etc. Et avec des exemples et du concret, etc. Parce qu'en fait, les gens, par exemple, vont parler du PEA, vont parler des avantages fiscaux. Ils vont dire, vous pouvez vous inscrire sur telle et telle plateforme. Ils vont parler de courtier, mais ils vont jamais montrer leur courtier. Ils vont jamais montrer l'achat d'une action, tu vois. Et j'ai l'impression que c'était hyper tabou de montrer un portefeuille, par exemple. Il y a plein de gens qui disent, tiens, j'ai mon portefeuille qui est composé de X% d'actions et tout ça. Mais je me suis toujours demandé, attends, ça veut dire que sur la plateforme, le mec, il met genre, je veux 12% d'Apple? Ou comment est-ce qu'il construit son portefeuille? Et c'était jamais très clair. Et du coup, voilà, j'ai fait un peu une liste des frustrations, des questions que j'avais, que je voulais faire. Et en fait, par exemple, c'était une opportunité, c'était le fait de me dire, tiens, faut que je trouve un partenaire qui veuille bien parler de PEA avec moi. Donc, par exemple, là, je vais en faire une avec Bourse Direct. Et du coup, j'ai pu leur poser des questions très techniques que moi j'avais, auxquelles personne n'avait de réponse sur Internet. Et donc, du coup, j'en fais une compile dans une vidéo chapitrée. Donc, évidemment, je reprends beaucoup d'informations qui ont déjà été dites. Mais au moins, je sais qu'avec avec une vidéo, un contenu entier, la personne, elle aura tout sur le sujet. Et je pense que c'est ce qui fait la force d'un contenu, on va dire un peu evergreen, tu vois, sur un sujet long terme. Plutôt que de faire 15 vidéos sur le PEA, et du coup, le PEA partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, on fait tout dans une seule vidéo. Et comme ça, la personne, elle peut aller checker le chapitre en cliquant sur YouTube sur le chapitre qui l'intéresse. Et ça, c'est vraiment génial. Et le PEA, pour ceux qui savent pas, c'est le plan épargne action. C'est un compte bancaire qui te permet d'acheter des actions françaises ou européennes.
Juste Exact. pour redonner le contexte. Et ça permet en fait, enfin, c'est soit on peut acheter des actions avec un compte titre ordinaire, un CTO, soit sinon on peut passer par un PEA ou après une assurance vie. Enfin, il y a d'autres, comment dire, enveloppes fiscales par lesquelles on peut passer. Et comme son nom l'indique, donc quoi, un PEA c'est une enveloppe fiscale où justement il y a un bénéfice fiscal, on a un avantage d'un point de vue juste impôt à passer par eux, enfin à passer par cette enveloppe fiscale. Voilà. Je voudrais t'emmener sur un tout autre sujet. T'as parlé tu nous as dit que une de tes autres sources de revenus, c'était les formations que t'avais créées. Je me mets à la place de créateurs de contenu qui pourraient avoir envie de faire des formations. Est-ce que t'as pas une part en toi de syndrome de l'imposteur, de te dire qui suis-je en fait pour aller enseigner que ce soit des sujets de graphisme, design ou voire même de finance, et comment tu passes le pas et comment tu arrives à mettre en avant ces formations pour en fait convaincre des gens de te faire confiance et d'acheter une formation pour suivre tes conseils. C'est une question dure. À la base, moi, j'avais commencé, justement, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur parce que je me disais, j'ai pas fait d'école de graphisme, donc comment est-ce que je peux vendre une formation sur comment faire un logo ou comment utiliser tel logiciel. Mais ce qui m'a aidé, c'était le fait de me dire, en fait, ma compétence, elle est plus sur le côté, technique, donc c'est-à-dire comment justement utiliser le logiciel. Par exemple, il n'y avait pas de formation sur le logiciel Adobe XD ou sur Figma, et comme il n'y avait personne qui le faisait, je me dis tiens, c'est facile, mais en plus c'est facile là aussi à prouver tes compétences. Tu peux pas dire la personne elle sait pas faire une maquette, si à la fin elle a fait une maquette, tu vois. Et après, pour des formations qui vont être plus de l'ordre de comment tout ce qui va être soft skills, donc comment gérer une équipe, comment faire du management et tout ça, je pense que là c'est beaucoup plus touchy comme sujet parce que c'est compliqué de prouver tes compétences de manager ou de sales, je sais pas quoi, tu vois, success, je sais pas quoi. Enfin, je connais pas tous les tafs qui ont ce type d'intitulé, mais pour tout ce qui va être compétences techniques, je pense que c'est assez facile de se rassurer parce qu'en fait, on a la compétence. Enfin, si chacun se juge lui-même en disant tiens, je fais ça pour des clients ou je suis freelance et je le fais, ou alors sinon je le fais pour moi et et je le fais et que ça marche bien, on peut tout à fait faire une formation dessus, et on peut tout à fait aussi le faire une formation à un prix peu cher, et comme ça permet aussi de se rassurer, fait de se dire de toute façon j'ai fait une super formation qui vaut bien plus que son prix, et donc si on la met à un prix moins cher, ça permet de se rassurer en se disant la personne elle a eu largement plus que le prix affiché, donc au final elle peut pas se plaindre, quoi. Et c'est un peu ce qui s'est passé moi sur Udemy, c'est que j'avais fait ma première formation qui durait je crois qu'elle a duré 4 ou 5 heures, et donc c'était un gros format, et je la mettais à 200 €, mais sur Udemy il y avait toute la culture d'Udemy, c'est particulier. 95%. Ouais, c'est ça. Tout est en réduction très drastique, tout est en promotion massive toute l'année, pour toutes les excuses, journée de l'ongle, journée de la montre ou je sais pas quoi. Et du coup, je vendais tout le temps mes formations à 10 ou 15 €, mais les personnes, ils avaient 5 heures de formation. Donc derrière, c'est grave rentable pour eux. Donc les gens, même en plus, certains demandaient un remboursement ou étaient trop pinailleux, disant ouais, il y a une faute d'orthographe, ou alors tiens, t'as fait un E là dans cette vidéo. Tu peux pas. Enfin, il y aura des gens, tu auras toujours des gens qui vont se plaindre, mais vraiment dans la masse, tu vois, c'est pas ceux grave. qui ont payé le plein pot, en fait, Ouais, c'est ça. qui se plaignent. Non, même pas. C'est le pire. En fait, c'est les personnes qui payent le moins cher qui se plaignent. Alors que les gens qui payent cher, et c'est d'ailleurs pareil pour le business, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai quasiment arrêté de travailler pour des particuliers. D'ailleurs, je travaille plus pour des particuliers maintenant. Mais pour tous les freelances qui travaillent avec des particuliers, je suis sûr que c'est vos pires clients, c'est sûr. Et quand je travaille avec des boîtes, et plus le budget il est élevé, plus les boîtes elles sont plus souples, et elles se disent c'est pas grave, ou alors on donne plus de délai, on va être moins regardantes. Et ça, c'est un luxe qui est incroyable. Et je pense que là, tu me souris, je pense que t'as vécu ça. On en parlait, on se posait la question justement. Ouais. Donc c'est intéressant. Clairement, pour n'importe quel type de prestation. Enfin, je pense que c'est vraiment plus vrai pour les freelances, mais même pour les créateurs de contenu, ou pour les développeurs, ou pour n'importe quel type de produit. Sur le sujet de la formation, du coup, toi, ça fait quelques années déjà que t'en fais. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en 2022, un peu le truc à la mode, tous les créateurs de contenu ont leur programme de formation qu'ils vont vendre, etc. Toi qui as de l'expérience là-dedans, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une idée reçue sur le fait de dire les formations c'est un peu de l'arnaque, on sait jamais trop ce qui est vendu, etc. Toi qui as un œil là-dessus, comment on reconnaît avant d'acheter une bonne formation?
Ça c'est une super question. C'est une super question. Les bonnes formations, moi déjà je suis pas un grand consommateur de formations. Moi j'en ai créé plusieurs sur Udemy, mais l'avantage c'est que du coup j'avais une garantie sur les formations. Donc quand les gens achetaient mes formations, ils pouvaient se faire rembourser sous 30 jours sans aucun souci de comment dire, ils pouvaient faire, enfin ils n'avaient pas besoin de justifier quoi que ce soit. Ils pouvaient demander un remboursement et ils étaient remboursés. Donc moi, ça m'a beaucoup incité à acheter des formations sur Udemy. Mais après, en effet, pour tous les infopreneurs, moi j'ai toujours été assez réticent sur les grosses formations, surtout à plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Et jusqu'à présent, moi j'ai acheté que quelques formations, dont notamment une qui s'appelle la formation Trident de Roman Payet, qui est sur le fait d'acheter des actions à dividendes. Et ce qui m'a vachement plu dans cette formation, c'est déjà la personne était, enfin moi je la trouvais vraiment très transparente, très honnête. Et tous les formateurs qui vont cacher des choses, c'est ça qui me fait un peu flipper. Par exemple, les formateurs immobiliers qui vont jamais montrer leur patrimoine immobilier, qui vont jamais montrer les projets qu'ils ont fait, ou alors ils vont tout flouter. Tu dis bah c'est bizarre, enfin t'as un truc à cacher, ou alors tu sais pas trop si comment dire, il trompe pas les chiffres parce que c'est facile de faire une vidéo interview en disant bah tiens mon élève de formation elle fait tant de rentabilité, oui mais montre-nous son projet, montre-nous les murs, les photos, le bien, et faire une vidéo interview juste avec tant de chiffres dit à l'oral, ça a aucune valeur d'un point de vue concrète quoi. Et donc moi ce que j'aimais bien chez ce mec là, c'est que lui montrait son écran, il montrait ses échecs, il montrait ses succès, donc c'est-à-dire les actions qui ont bien marché, les actions qui ont pas bien marché. Il a expliqué combien est-ce qu'il a gagné concrètement, combien est-ce qu'il a perdu, et en plus il le montrait, tu vois, il montrait des captures d'écran, et ça c'est ce qui m'a vachement rassuré. Donc moi je dirais faut aller chercher du concret, et si les gens par exemple, il y a des gens qui vont faire des business sur, enfin des formations sur plein de choses, sur comment faire un business de distributeur de, je sais pas, de canettes, de soda, des trucs comme ça. C'est très cool, mais est-ce que ils montrent concrètement combien est-ce qu'ils gagnent? Est-ce que c'est pas juste de la poudre aux yeux, on va dire? Et De la poudre de perlimpinpin. je l'ai pas dit. Et du coup voilà, c'est un peu ça que je regarde. Après les avis clients forcément ça joue, mais les avis clients sur les pages de vente ça s'achète. Donc même si t'as 30 messages vidéo en disant grâce à la formation de telle personne j'ai fait tant de succès, en fait tout est achetable. Et même les interviews sur BFM Business, sur tous ces trucs là, tout ça s'achète. Donc faut être hyper vigilant sur ça. Le fait de dire j'ai été vu sur M6 ou Capital ou je sais pas quoi, en fait toute la partie médiatique elle s'achète. Donc je pense qu'il faut juste garder regarder la confiance que tu as avec la personne, voir le concret, et après aussi connaître quelqu'un. En fait, si on connaît quelqu'un qui a déjà acheté, bon, on demande son avis, mais c'est comme ça qu'on peut faire. Moi je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'envoient des messages sur Insta pour justement la formation de roman, pour me demander ce que j'en pense et tout ça. Et du coup, bah, ça les rassure de ouf. Et en fait, c'est en général juste après ce genre de message qu'ils achètent, enfin qu'ils passent à l'achat. Et c'est pas juste en regardant des vidéos, quoi. Donc, tant mieux. Faut que tu lui demandes une petite commission. Un petit Bien lien sûr, et d'affiliation. justement, et je suis affilié avec Roman, bien sûr. Ouais. Mais ça d'ailleurs, c'est aussi pour ça que moi je fais pas de formation sur la bourse, parce que j'estime que j'ai pas encore le niveau clairement pour faire une formation dessus. Du coup, bah, je préfère me dire, comme je suis un bon commercial, bah, je vais me parler de sa formation, puisqu'en plus moi-même je suis client, donc je peux encore mieux en parler. Donc j'en parle, et bah, c'est un double impact, parce que moi je lui apporte du client, donc tant mieux pour lui, et puis tant mieux pour moi, je touche une commission. En plus le client est content parce que je lui ai fait découvrir une formation de qualité, donc tout le monde est gagnant sur l'histoire. Ça pourrait être un bon business, ça, devenir un reviewer de formation où tu testes toutes les formations qu'il y a sur un marché et tu dis bah celle-là elle est bien, ça elle est pas bien et tu prends des coms. Mais c'est partout. exactement, mais il y a plein de gens qui Très le font, bon hein. business, ouais. Et c'est un super business. Surtout qu'en plus des formations comme ça, des formations d'infopreneurs, les Ouais. commissions sont assez grasses, donc c'est grave rentable. Surtout quand des formations sont en plus, donc le pourcentage en soi il est assez élevé, et en plus quand c'est sur des formations à quelques centaines d'euros, ta commission elle est déjà de base très élevée quoi. Et ça c'est génial. Il y a plein de gens, il y a plein de youtubeurs. Moi je connais, enfin, du coup, moi mon business principal c'est du coup de l'affiliation, donc forcément sur des produits, des marques, mais aussi sur de l'affiliation. Et finalement l'affiliation c'est gros coût de quelques centaines d'euros, donc forcément ça c'est presque autant que de l'affiliation de produits. Et tout le monde pourrait, enfin en fait on pourrait tout à fait lancer une chaîne YouTube sur je sais pas l'immobilier et de faire que de la vente de formation en affiliation avec Christopher Wangen ou avec Olivier Roland ou avec je sais pas s'il fait de la formation immobilier, peut-être que si. Ouais, je pense qu'ils font tout. Ouais, Olivier Roland, il doit faire toutes les formations. Ouais. Donc ça c'est vrai que c'est un bon format. Ça vous tenterait de faire de l'affiliation?
En fait, j'allais te poser une autre question. Tu vois, nous, on s'est posé souvent la question de faire une formation. En fait, il y a plein de gens qui nous disent, qui nous demandent, ouais, comment est-ce que je peux me lancer sur TikTok? Est-ce que tu as des astuces, des tips et tout? Donc, la première fois, tu réponds avec des messages super complets, des notes vocales de 10 minutes et tout. La deuxième fois, la troisième fois, et tu dis, bah, en fait, je pourrais le mettre, je pourrais en faire un PDF ou je pourrais en faire quelques vidéos. Déjà, tu vois qu'on partage des vidéos sur notre compte, mais je pourrais en faire une vraie formation et comme ça la distribuer à un plus grand public. Et même faire quelque chose de plus travaillé, de plus poussé. Donc on se posait la question, mais j'allais te demander, toi pour un créateur aujourd'hui qui veut se lancer et lancer sa formation, est-ce que tu lui conseillerais de passer par Udemy? Parce qu'Udemy a beaucoup d'avantages et certains inconvénients, ou est-ce que tu lui dirais de faire une formation en propre sur Podia ou sur un autre site où il peut vraiment mettre ses vidéos et le vendre en direct à son audience? Je pense que ça dépend des moyens de la personne, c'est-à-dire que, et surtout de l'audience. Si la personne si elle a pas d'audience, moi je lui déconseillerais de commencer sur Podia ou sur System.io ou sur d'autres plateformes et de créer propre formation sur sur son propre site. Moi je dirais partir sur Udemy ou sur n'importe quel autre marketplace. Il y a aussi Skillshare qui est très bien. Mais on va moins bien gagner que sur Udemy. Mais je conseille directement d'arriver sur là où il y a du trafic. Parce que si tu veux vendre une formation et que t'as pas de trafic, en fait, déjà, c'est très dur déjà de générer du trafic pour sa propre page, donc sur son compte Insta, sur son compte TikTok, YouTube ou machin. Et en plus de ça, d'amener ce trafic-là sur notre page de vente et de la convertir, c'est encore plus dur. Donc autant mettre son offre en face de gens qui veulent acheter, donc sur Udemy, sur Skillshare, les gens sont déjà acheteurs dessus en fait. Donc moi je pense qu'il faut commencer là-dessus. Et si la formation marche bien, bon ben après on peut la sortir de la plateforme ou sinon la garder sur Udemy et de la mettre aussi sur Podia en plus, parce qu'au final c'est pas souvent les mêmes gens qui sont sur Udemy et qui sont sur YouTube. Les gens sur Udemy ils vont plutôt rechercher du cheap et du pas trop cher en formation, alors que sur YouTube tu peux tomber sur des gens qui ont du budget, qui vont pouvoir acheter des formations à quelques centaines d'euros. Donc pour quelqu'un qui démarre totalement, je dirais Udemy c'est sûr. Et après, pour ceux qui ont une petite audience, qui ont déjà quelques milliers d'abonnés, qui ont une newsletter, qui ont un peu de tout, bah, ils peuvent faire Udemy. L'avantage, c'est que vous allez gagner en liberté, enfin, comment dire, en espace mental, parce que toute la partie page de vente, conversion, et tout ça c'est géré par Udemy, c'est-à-dire que eux, ils ont optimisé leur page de vente pour convertir. Et ça, c'est vraiment excellent. Par contre, la rémunération va être beaucoup moins élevée. Vous allez devoir partager votre commission avec Udemy et vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous voulez. Par exemple, vous ne pourrez pas faire de stratégie marketing particulière comme du order bump. Ce sera pas également vos clients. Ça, faut le savoir. Sur Udemy, vous n'avez pas accès aux mails des gens. Ce sera les clients de Udemy. Donc en fait, vous êtes un formateur sur la plateforme, mais c'est pas vos clients. Et ça, faut bien faire la distinction entre les deux, parce que quand c'est sur Podia, bah, c'est tes clients, tu les contactes comme tu veux, tu peux leur envoyer un mail, tu peux leur faire toute offre que tu veux. Sur Udemy, si tu veux les contacter, tu peux que proposer d'autres formations Udemy. Tu peux pas leur dire, tiens, j'aimerais bien faire un petit séminaire avec vous, ou alors un coaching particulier. Ça, on peut pas le faire. Et donc dans ce cas-là, si on veut avoir le contrôle soi-même, faut avoir déjà une audience, et là partir sur un System.io ou sur un Podia ou sur un ClickFunnels. Mais il faut savoir aussi que ça a un coût, parce que déjà Podia par an, ça doit coûter quasiment 300 ou 400 euros par an. Donc c'est un budget. System.io, pareil, on a autour de 200, 300 euros. ClickFunnels, on n'en parle pas, je crois que c'est très cher. Je crois que c'est genre 80 euros par mois, un truc comme ça. Donc ça coûte très vite cher. Donc pour le rentabiliser, il faut clairement faire des ventes. Hein. Et moi, Podia, avec, je vendais quelques PDF, Google Sheets, mais j'en ai pas, si je vendais quelques formations vidéo, mais c'était pas des grosses formations, c'était pas genre comment épargner, donc c'était pas des trucs un peu, tu vois, très global, c'était comment faire sa déclaration tous les mois. Donc clairement, c'était des trucs de niche. Et je vendais pour peut-être 40 ou 50 euros de formation par mois. Donc c'était, en fait, je couvrais, je faisais 20 euros net par mois en vendant dessus, quoi. Donc c'était très peu. Et donc je pense que si on veut le faire, il faut s'y mettre à fond. Clairement. Vous hésitez à vous lancer dessus ou vous avez envie de faire sur Udemy? On s'est pas encore posé la question de la plateforme. On est encore à l'étape de se poser la question est-ce qu'on le fait ou pas de se lancer dans la formation. On a envie de le faire. Après, on en revient aussi toujours à la question de temps, où notre temps est toujours limité. Mais on a envie de le faire. On pense qu'il peut y avoir un besoin, notamment de nous, tu vois, sur TikTok. C'est un peu le sujet sur lequel on nous pose le plus de questions et sur lequel on pense avoir pas mal de réponses à apporter. Et d'ailleurs, justement, ça m'amène vers la transition. Je voulais te parler de TikTok. Ouais. Toi, tu t'es lancé sur TikTok aussi récemment.
qui a, je pense, passé relativement pas forcément beaucoup de temps et tu t'as pas investi la plateforme. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi? Tu disais que tu préférais les vidéos longues. Enfin, en gros, ma question, c'est qu'est-ce que tu penses de l'émergence des plateformes et des formats courts et qu'est-ce que ça veut dire pour toi en tant que créateur de formats plutôt longs? Bah, les formats courts, moi je le vois pour le moment plus comme une sacrée concurrence. Parce qu'en gros, je vois tous les youtubeurs, tous les TikTokers maintenant, qui parlent de finance, qui vont parler de tous ces sujets un petit peu autour de mathématiques, mais qui explosent. Et en fait, ils ont une audience qui est exponentielle et qui va beaucoup plus vite que moi. Donc moi, en gros, j'ai un peu l'impression d'être un peu un boomer sur YouTube et que eux sont vraiment les tout jeunes, hyper connectés et tout. Et du coup, ça me fait un peu peur dans le sens où, en fait, j'ai peur de manquer quelque chose. Donc pour le moment, je me suis mis sur TikTok justement pour éviter de manquer quelque chose, mais je prends pas le temps de vraiment m'y mettre à 100%. Et pourtant, c'est un sacré business à développer. Et surtout qu'en plus, j'ai déjà la base, donc c'est-à-dire qu'en gros, j'ai déjà du contenu, j'ai des choses à raconter, donc en fait, j'ai déjà de quoi faire, mais je le fais pas. Et du coup, je le vois pour le moment plus comme de la concurrence qu'autre chose. Après, je sais que c'est une super opportunité. Moi, je suis consommateur par dépit de ces contenus. C'est-à-dire qu'en gros, j'aime pas foncièrement ces contenus. Je trouve ça pas du tout agréable à consommer parce que ça te bousille un peu le cerveau. Tu peux pas être concentré sur un sujet de fond euh, sur un long format. Et moi, j'aime bien les longs formats parce que tu peux aller en profondeur sur un sujet et découvrir quelque chose de passionnant. Donc soit de manière générale avoir une histoire, ou si c'est sur de la pédagogie, entrer en détail sur un sujet. En fait, les gens sur un TikTok de 15 secondes ou sur une vidéo d'une minute, ils vont jamais pouvoir parler de comment fonctionne l'impôt sur le revenu, tu vois, ça va être trop complexe. Mais ils vont pouvoir faire un petit point sur quelque chose. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les formats où tu rentres dans le détail pour vraiment tout comprendre. Pour le coup, en lien avec les finances. Mais de manière générale, sur les autres types de contenus, les gens vont pas rentrer en détail. Et en fait, c'est ce que je trouve un peu dommage dans la plupart des TikTok, c'est que tous les TikTokers finance, ils vont parler de ce que c'est que les intérêts composés. Ils vont faire une vidéo sur un simulateur, ils vont montrer les intérêts composés. Mais en fait, t'as plein de nuances à voir dans les intérêts composés, justement. C'est de se dire, bon, bah, eux, ils partent du principe que c'est tous les mois, enfin, tous les ans ou tous les mois. Mais qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, t'as 10% la première année, puis t'as 0% l'année d'après? Comment est-ce que tu rattrapes? Enfin, en fait, ils expliquent pas trop en détail. Et je trouve que ça manque de profondeur dans les vidéos. Donc c'est pour ça que c'est pas un format que, pour le moment, moi, j'ai trop exploré, que je devrais faire d'ailleurs, mais que j'ai pas encore trop exploré. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de créateurs qui voient et des créateurs qui historiquement sont plutôt sur des formats longs comme les tiens, qui voient les formats courts un peu comme une étape au-dessus, tu sais, dans le funnel de conversion, de dire bah je vais me faire connaître avec des formats courts qui peuvent avoir un reach beaucoup plus grand, Ah oui. et ensuite ça va amener des gens vers des formats vers mes formats les plus longs, tu vois. Ouais, bah tu vois, je le verrais exactement pareil. C'est-à-dire qu'en gros, je verrais pas les TikTok en soi comme des contenus à part entière, mais je les verrais comme des portes d'entrée sur mes contenus plus longs. Exactement. Et c'est un peu la stratégie que je ferais, je pense, si je devais m'y mettre plus sérieusement. Parce que moi je trouve que, et en tant que créateur, ce qu'on a constaté, c'est que la puissance de TikTok et des formats courts de manière générale, c'est vraiment la discoverability, tu vois, c'est le reach Clairement. des gens qui te connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui sont exposés à ton contenu, ce qui était le cas au tout début sur YouTube, qu'il est un petit peu moins récemment, et donc c'est ce reach organique qui est vraiment massif, qui est une opportunité de dingue, quoi. Et après, tu peux rediriger vers des formations, des newsletters, du contenu plus long, ou un peu ce que tu veux. Donc, Clairement. Mais après, peut-être qu'un jour, TikTok va se mettre à faire à afficher des formats longs. Ça, je pense que ça va on va peut-être y venir. Après, sur des formats verticaux, je sais pas si ça va être un peu le cadre, mais je sais pas si t'es au courant, ils ont, là, sur TikTok, désormais, tu peux uploader des vidéos jusqu'à 10 minutes. Ah, parce que 10 minutes? Ouais. Ah non, je savais pas. Ah non, je Ouais. pensais que c'était 1 minute, je crois, le max avant. Alors, au tout début, c'était 1 minute, après, ça a été 3 minutes, et maintenant, c'est 10 minutes max. Mais c'est vrai que la plupart du contenu est plutôt, je dirais, aux alentours des 1 minute. Ouais. Il y a un nouveau format de monétisation, comme tu sais, pour les vidéos de plus d'1 minute. Donc, c'est vrai que je pense qu'ils Au mettent fur en et à place mesure, certaines choses ouais. pour rendre la plateforme un peu plus mature, avec du contenu plus long et peut-être un peu plus sage, j'ai envie de dire. Carrément. Donc ouais, c'est voué à évoluer et à venir, je pense, titiller un petit peu YouTube sur les formats longs. Ouais. Bah, c'est un peu ça, c'est un peu l'avantage et la fin d'inconvénient de TikTok, je pense, c'est que du coup, comme c'est un flux en continu, t'es facilement découvrable, mais
c'est pas forcément, comment dire, en gros, ces gens, ils vont tomber par hasard sur toi, donc ils vont pas être hyper intéressés forcément par ton contenu. Et moi, ce que j'aime bien avec YouTube, c'est que comme en tout cas pour ma stratégie perso, c'est le côté recherche, enfin, c'est focalisé sur la recherche YouTube. En gros, la plupart de mes visionneurs, mes visiteurs, c'est que des gens qui sont intéressés par le sujet. Donc en fait, je vais tout de suite nouer une confiance vraiment géniale avec eux. Alors que sur TikTok, il y a personne qui va venir faire une recherche dans la barre de recherche, qui va rechercher un truc particulier sur un thème. Et ça, je trouve ça un peu dommage, c'est que du coup, TikTok, c'est on te donne l'information direct sur l'écran, quoi. Je voulais dire juste par rapport à ça, justement, j'ai l'impression que TikTok aussi va vers ce genre de choses. Ouais. La recherche. Le moteur de recherche TikTok est de plus en plus poussé en avant. J'avais même vu pendant un moment dans TikTok, il y avait des pubs faites par TikTok pour mettre enfin la promotion en gros de la barre de recherche et dire aux gens si tu veux chercher des tutos bricolage, va dans ta barre de recherche plutôt que d'aller sur YouTube, tu vois. D'accord. J'ai l'impression qu'ils poussent ça de plus en plus. Et un autre indice, c'est que aussi récemment, dans les dernières semaines, ils ont changé la taille maximum de description des vidéos TikTok. C'est passé de genre peut-être 200 caractères à 2000 caractères. Donc tu peux vraiment faire des vidéos explicatives avec des références, des machins. Donc encore une fois, tu vois, c'est des petits signaux qui disent, qui nous font penser que ça va de plus en plus aller titiller YouTube, encore une fois. Bah c'est possible, parce que moi j'avais encore cette vision du TikTok, genre t'as que la vidéo assez courte et la description non cliquable, donc fallait forcément aller dans le lien en bio. Donc là, du coup, est-ce que les liens sont cliquables? Non, toujours pas. T'as toujours pas de lien. Quand ils vont le mettre, ça va être terrible. Pour l'application, ça va être terrible. Bah, je pense que la stratégie jusque-là, c'était de dire on veut que les gens qui sont sur TikTok restent sur TikTok. Mais au bout d'un moment, je suis d'accord avec toi, ils vont forcément devoir adopter cette stratégie. Et je te montrerai tout à l'heure, j'avais vu un screen de ce à quoi ressemble Douyin, qui est la version chinoise de TikTok, la version desktop. C'est copy-paste de YouTube, la page d'accueil, t'as des formats horizontaux, etc. Et qui est en gros la version chinoise de TikTok qui est un peu en avance sur... Ah mais ouais, mais c'est ça, ils vont peut-être lancer une version web YouTube, quoi. Enfin, en vidéo longue, putain, ce serait ouf. Parce que là, ils ont une base d'utilisateurs qui est démentielle. Ouais. Mais du coup, après, je pense que YouTube est quand même plus orienté business, donc on garde toujours un contenu très pro sur YouTube et TikTok très jeune et tout. Donc est-ce que la maturité de la plateforme va évoluer avec? C'est un peu la question. Ouais, bien sûr, ouais. J'espère. Je me posais une question. On rencontre souvent des créateurs qui ont 10 000, 50 000, parfois plus euros sur leur compte bancaire. Le fruit de peut-être 2-3 années de création de contenu. Mais ils ont fait que accumuler le cash parce qu'ils savent pas trop quoi en faire. Toi, d'un point de vue investissement, qu'est-ce que tu conseillerais? Je te demande pas forcément un produit, mais ce serait quoi ton conseil pour reprendre un peu ses finances en main quand on est créateur? Alors, je pense que ça s'adresse pas que aux créateurs, mais déjà de manière générale un peu à tout le monde, parce que ça, c'est un peu ce que j'ai remarqué même chez les étudiants, les salariés et tout, et je pense que tout le monde devrait le faire, c'est de mettre en place le plus possible de virements automatiques, de choses automatiques. Donc c'est dès qu'on reçoit son salaire ou dès qu'on reçoit on va dire son paiement de créateur et tout, mettre en place des virements automatiques qui va aller vers un compte d'urgence au cas où c'est par exemple la voiture tombe en panne, donc j'ai besoin tout de suite d'argent, je vais piocher dans ce compte d'urgence. Ça peut être un autre compte, enfin, le mieux c'est d'avoir plusieurs comptes. Donc un compte d'urgence, un compte d'épargne projet. Donc ça peut être, je vais épargner pour des vacances, donc je vais appeler ce compte-là ou un livret que je vais appeler vacances, et je vais mettre par exemple 50 euros ou 100 euros tous les mois, et comme ça à la fin de l'année, quand je pars en vacances ou au ski ou à l'été et tout, j'aurai ma petite poche de 800 euros qui sera disponible pour partir au ski. Et ensuite, par autre projet, donc si par exemple on a un autre projet qui est de partir plus tard loin en vacances ou de juste changer de ville ou de déménager ou de s'installer et de payer des meubles par exemple, ça peut être un projet genre s'installer ou acheter une maison ou apport immobilier. Et ce projet-là, on met tous les mois de manière automatique 100 euros. Et quand je dis automatique, c'est vraiment automatique, c'est-à-dire la paye elle tombe le 1er du mois, le 3 du mois, on a créé sur sa banque un virement automatique en disant t'as 100 euros qui part. Et ce que j'aime bien avec les néobanques comme N26 ou Revolut ou Boursorama aussi le fait, même les banques traditionnelles aussi le font, mais un petit peu moins bien. Je trouve que les banques en ligne le font encore mieux. C'est justement cette gamification de cette épargne qui est trop bien, et Revolut particulièrement parce que moi je suis client chez eux et j'adore comment c'est fait.
Et ce que je trouve vraiment encore plus génial, c'est que sur Revolut, sur l'interface, on arrive avec le solde de notre compte dessus, mais c'est le solde qui que de notre compte courant. Et en fait, on le voit pas, mais derrière, on a un autre onglet qui s'appelle les coffres, donc c'est là où on a notre épargne. Et en fait, c'est un peu caché. Et je trouve que c'est trop bien de l'avoir caché, c'est trop intelligent parce que du coup, on voit pas la totalité de son épargne. Donc on se dit pas, tiens, moi j'ai 2000 sur mon compte, mais j'ai 10 000 euros au total. Non, on voit que les 2000. Et donc comme ça, on sait que notre épargne, elle se construit au fur et à mesure, sans le voir tous les jours quand on va dessus. Et ça, je trouve ça vraiment très intelligent. Et c'est pour ça que moi, Revolut, je le mets vraiment en avant. Mais après, les banques traditionnelles le font avec des livrets, on peut tout à fait nommer des livrets. Et l'avantage, c'est que les livrets sont rémunérateurs. Donc on met sur un livret jeune à 1 ou 2%, un livret A. Déjà, on peut commencer par le livret A. Moi, je conseillerais aussi pour ceux qui peuvent ouvrir un livret LEP, L-E-P, un livret d'épargne populaire, qui est rémunéré à 4,6%, en tout cas pour le moment, et qui est net de... Je savais pas ça. Alors ça, c'est trop bien, mais le problème, c'est que c'est Plafonné à 200 euros. De quoi? C'est plafonné à 200 euros. Non, quand même. Non, franchement, c'est plafonné, je crois que c'est à 15 ou 20 000, donc c'est vraiment bien. Et 4,6, franchement, ces temps d'inflation, c'est quand même vraiment cool. Juste, par contre, on a une condition sur les revenus du foyer. Et il faut que les revenus du foyer, je crois qu'elles soient moins de 15 ou 20 000 euros par an. Donc, par exemple, si on est juste étudiant ou en alternance, bah, typiquement, on entre dans ce cadre-là. Et donc, il faut aller voir sa banque et demander ouvrir un LEP. Et voilà, vous allez faire 4,6%, vraiment sans risque. Parce que là, du coup, c'est l'État qui garantit ce taux-là. Donc, c'est vraiment, faut y aller, quoi. C'est du pain béni. Donc ça, c'est la première chose, je dirais, c'est de mettre en place des virements automatiques. Après, deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on mesure pas. Donc, je dirais que la chose la plus importante, c'est de faire du tracking. Et donc, soit on a un Google Sheet ou un Excel, et on suit toutes nos dépenses mois par mois. Donc, on peut soit le faire en mode hyper guerrier, on le fait chaque dépense, et voilà, la somme de tout, on catégorise tout. Et soit on le fait à la main, donc forcément, ça prend vachement de temps. Sinon, après, il y a des outils où on peut connecter nos comptes bancaires dessus. Et en fait, ça a fait du reporting. Donc, ça peut être Bankin. Moi, j'utilise un autre truc qui s'appelle MoneyWiz. Et là, du coup, qui est très avancé, puisque du coup, sur cet outil-là, on a vraiment toutes les remontées qui se rajoutent, enfin, toutes les remontées d'argent qui sont affichées dessus. Et je peux créer moi-même mes propres catégories. Je peux créer des sous-catégories, deux sous-catégories. Donc, je peux aller vraiment dans le détail. Et à la fin, je peux générer des rapports, et ça, c'est ce que j'adore. Je génère des rapports complets, et par exemple, je peux faire un rapport où mois par mois, je vais voir l'évolution de toutes mes dépenses ou de tous mes revenus. Et en fait, je peux voir, par exemple, à la fin de l'année, combien est-ce que j'ai payé d'impôts. À la fin de l'année, combien est-ce que j'ai payé de cotisations sociales. À la fin de l'année, combien est-ce que j'ai dépensé dans la catégorie cadeaux. Par exemple, tous les cadeaux que je fais à des anniversaires, etc. En fait, on s'en rend pas compte, mais ça peut être un budget. Et du coup, à la fin de l'année, combien est-ce que j'ai dépensé? Et ben, ce genre d'outil me permet de le savoir. Moi, j'ai mis en place depuis janvier là, et je traque vraiment toutes mes dépenses. Donc j'ai fait que sur les dépenses, j'ai pas fait sur les revenus parce que ça prendrait trop de temps à recatégoriser, parce que déjà dans l'outil de comptabilité, je le fais pour mes revenus, donc je vais pas le faire en plus, mais que pour les dépenses, déjà il y a plein de chiffres super intéressants à savoir. Ça permet aussi de changer notre direction de dépenses. Par exemple, on peut voir moi du coup par exemple pour la partie restauration, j'ai la catégorie restauration et dedans j'ai restaurant, j'ai snack, café et trucs comme ça. Et donc par exemple les cafés, c'est genre Starbucks, Columbus, etc. Et du coup je peux voir mois par mois l'évolution de ce budget. Et il y a des mois où des fois j'étais à plus de 70 euros. J'étais en mode putain, 70 euros de café, c'est vraiment abusé. Du coup j'ai un peu réduit, je tombe à 30 euros, ce que je trouve plus raisonnable. Et donc ça permet de plus facilement piloter ses dépenses. Et forcément, si on le traque pas, on peut pas dire le mois dernier, enfin j'ai fait mieux que le mois dernier. Donc là en le traquant, je peux tout à fait le voir et me dire voilà, j'ai été performant et tout. Donc c'est aussi un petit côté, je pense un petit peu gamifiant, mais pour ceux qui aiment les chiffres. Quoi. Ouais. Voilà, pour ceux qui aiment pas et qui veulent faire la stratégie de l'autruche, mettre la tête dans la terre et pas regarder comment ça marche niveau dépenses. Bon, c'est pas forcément ce que je conseille. Moi, je pense qu'il faut le traquer, qu'il faut le savoir et qu'après on peut améliorer derrière. Mais est-ce qu'une fois que tu mets par exemple qu'une dépense c'est Starbucks et que c'est dans la catégorie sous-catégorie café, dans la catégorie restaurant, snacks ou restaurant, c'est automatique à l'avenir dès que tu dépenses chez Starbucks ou faut le faire à chaque fois? Ouais, il reconnaît le magasin. Okay. Mais après MoneyWiz, l'interface elle est un peu complexe à prendre en main. C'est pour ça que moi je pense qu'il vaut mieux commencer avec un Bankin ou avec un Linkso. C'est une autre application sur téléphone. Ça marche super bien et c'est français.
Et la catégorisation se fait automatiquement. Donc je crois pas qu'on puisse créer des catégories personnelles. Mais déjà, c'est 99% de ce que les gens ne font pas. Donc on commence par ça, et après, pour ceux qui veulent aller vraiment loin, bah ils peuvent faire autre chose. Mais en fait, moi, ça me pose. En fait, mon problème, c'est que comme j'ai plusieurs banques en ligne ou plusieurs comptes un peu partout, bah en fait, j'arrive pas à suivre de manière générale. Et des fois, je fais même des virements entre des comptes. Donc du coup, des fois, tu te dis, bah j'ai des dépenses, mais en fait, c'est des virements internes. Donc c'est un peu compliqué à suivre. Et Bankin, par exemple, gère assez mal les virements internes. Donc si on a 1, 2, 3 comptes, je pense que Banking Linkso c'est trop bien. Et après quand on a plusieurs, bon bah là c'est galère et il faut passer sur un MoneyWiz ou sur un Excel, je pense. Et pour peut-être la troisième partie de ta réponse, du coup, un créateur qui te dit ah, c'est trop compliqué pour moi, enfin, je sais pas quelle action acheter, ou je sais pas où investir, est-ce qu'il y a une solution simple que tu recommandes? Bah toujours dans cette veine-là de dire on va faire 80, enfin ce que ne font pas 90% des gens, mais ça va faire beaucoup de résultats, c'est de commencer à investir. Donc soit sur un compte titre, soit sur un PEA. Moi je pense que le mieux c'est de commencer par une enveloppe fiscale comme par exemple un PEA, ou sur un compte titre par exemple, mais ça peut être voilà, ou sur une assurance vie. Et il y a des acteurs qui permettent de le faire, qui permettent de le gérer avec une belle interface. Donc parce que maintenant aussi on est aussi sensible à le fait d'avoir une belle interface, avoir un support client de qualité, des gens qui sont disponibles et tout ça. Et il y a des boîtes comme YouMoney par exemple, ils ont un très bon PEA. Alors, en termes de performance, bon il est performant, il est bien, il est pas non plus extrêmement incroyable, mais surtout l'interface elle est top, et tout ce qu'on a à faire c'est de faire un virement tous les mois sur son PEA, et eux ils s'occupent de tout. C'est qu'on n'a pas besoin de se dire bon ben je vais acheter telle action, je vais acheter tel ETF, c'est eux qui s'en occupent. Et c'est un peu pareil sur Linksea. Si on ouvre une assurance vie, on peut tout à fait le prendre en option pilotée, et du coup c'est eux qui s'occupent de gérer la composition du portefeuille, et nous on n'a rien à faire. Après, pour ceux qui veulent gérer soi-même, forcément, bah, ça prend plus de temps, il faut se former, il faut regarder des vidéos sur Internet, il faut regarder des vidéos sur YouTube, c'est plus compliqué, quoi. Vous faites gérer par quelqu'un, ou enfin par une boîte, genre YouMoney, etc., ou est-ce que vous faites vous-même votre propre composition? Un peu un mix des deux. Ouais. Moi, j'ai un compte chez YouMoney aussi. Et après, ouais, j'ai quelques petits comptes à droite à gauche sur lesquels j'essaie de faire des trucs. Mais la stratégie, elle est pas très claire. Mais Sur YouMoney, t'as quoi, un PEA? assurance vie. Assurance vie. Ouais. Ok. Voilà, l'avantage c'est que l'assurance vie, tu peux en ouvrir plusieurs à plusieurs endroits. Donc tu peux faire YouMoney, tu peux faire Linksea, ta banque principale et ailleurs. Et donc du coup, ce qui est cool, c'est que YouMoney, tu peux tester avec la gestion pilotée leur assurance vie, et faire une assurance vie en toi-même en choisissant ce que tu veux avec Linksea. Mais par exemple, pour le PEA, tu peux avoir qu'un seul PEA. Donc il faut choisir. Est-ce que ton PEA, tu veux le gérer toi-même, ou est-ce que tu veux le faire gérer? Et ça, c'est une bonne question à poser. Ouais. Bah ouais, mon PEA, je le gère moi-même, mais au final, je mets quasiment que des index dedans, donc je me pose la question de... C'est ça aussi. Est-ce que j'aurais pas plutôt intérêt à directement passer par la gestion pilotée Bah après, chez YouMoney ou autre, quoi. ça va te coûter en frais de gestion. C'est que YouMoney, c'est 1,6% de tout le portefeuille. Donc forcément, les premières années, ça va pas te coûter cher, mais dans 6-7 ans, si t'as, admettons, 50, 60, 80 000 euros sur ton PEA, bah ça va te coûter 1,6% de 80 000. Donc ça te coûte cher. Alors que sur un bourse direct ou sur un Boursorama ou n'importe quoi, une fois que t'as l'action ou une fois que t'as l'ETF, bah ça te coûte que les frais de gestion de l'ETF, ou bah du coup l'action ça te coûte pas de frais récurrents, et ça te coûte rien, quoi. Toi, t'es plutôt team, tu pilotes tout toi-même? Ouais, je suis plutôt team, je pilote tout moi-même. Après, je pense qu'il faut aussi conseiller aux gens qui veulent pas le faire, de pas le faire, parce que je vais pas. Il y a plein de gens qui me disent ouais, je veux pas payer, mais je veux pas m'en occuper. Bon ben, si tu veux aucun des deux, tu vas rien faire, quoi. Donc autant qu'ils choisissent, je pense, le YouMoney qui va être piloté, et au moins il va faire de l'investissement plutôt que de rien faire. Ouais. Toi aussi t'es pareil. Mix des deux, ouais. Mais je préférais avoir le contrôle. Ouais. Donc tu vois, pour mon PEA et pour mon CTO, j'étais plutôt moi-même, je choisissais mes investissements et tout. Et au final, je me dis aujourd'hui, le plus simple, c'est peut-être de passer par un Nalo. J'ai un compte aussi chez Nalo, donc qui est un peu comme le YouMoney, pour un PEA ou une assurance vie, et qui gère tout pour toi, quoi. Ok. Je me posais la question. Là, en ce moment, vu que je gagne plus trop d'argent, la question se pose pas, mais... Ça va peut-être revenir, mais ouais, je pense que tu peux faire... ouais, je sais pas trop. Franchement, bah, en fait, ça dépend de chacun. Il y en a, Ouais, ils vont bien sûr. préférer
prendre du temps et de le faire. Ou sinon, après, tu prends du temps au début pour te dire, je choisis mes ETF, et puis ensuite, tous les mois, je vais pendant 5 ans que sur les mêmes ETF, quoi. Ça, c'est mieux, parce que du coup, ça te coûte pas des frais de gestion de plusieurs pourcents par an. Après moi, ce qui a eu vraiment un impact, il y a deux choses qui ont eu un impact. La première, c'est, tu avais fait un graphique sur Twitter, je crois, où tu montrais les flots entre tes différents comptes. Ouais. Donc, si ma mémoire est bonne, tu disais, ok, bah, par exemple, j'ai une entrée d'argent de 1 000 € tous les mois. Il y a 100 € qui vont là. C'est un peu ce que tu as expliqué là au final, sur les différents comptes, le compte de sécurité et tout. Donc, moi, j'ai mis un truc un peu comme ça en place. Et ça, je trouve que c'est cool. Parce qu'au final, tu vois, aujourd'hui, ça se fait tous les mois tout seul et je m'en occupe plus. Et j'ai oublié le deuxième truc qui a eu l'impact. Le deuxième truc, c'est de commencer, comme tu disais. Ouais. Tu commences avec 50 € tous les mois, mais en fait, il faut que ce soit automatique. En fait, il faut créer l'habitude. Et l'habitude, tu peux la créer même dès 10 €. Mais en fait, si tu te dis, je vais ouvrir un PEA et tout de suite, tu vas te dire, par exemple, j'ai 10 000 € sur mon compte, il faut que j'ouvre un PEA. Tu vas dire, j'ai 10 000 €, mais comment est-ce que je fais mon choix, qu'est-ce que j'achète et tout. Là, c'est trop compliqué. Je pense qu'il faut commencer à l'ouvrir, tu mets 10 €, t'achètes ta première action, t'en achètes une à 30 ou 40 €, et t'attends un petit peu, tu dis, en fait, c'était pas grand chose. Donc maintenant, je vais aller, il y a peut-être d'autres ETF qui me plaisent, j'en achète pour 100 €, puis 200, puis 300. En fait, ça va se faire au fur et à mesure. Il faut faire le premier pas d'acheter quelques dizaines d'euros. Et pareil pour les habitudes, comme t'as dit, le fait de mettre en place des virements automatiques, je pense que avant ça, il faut faire un schéma de ses finances, et c'est de dire, voilà, j'ai tel et tel et tel compte, et je vais dire, voilà, j'ai un revenu de 1 500 € qui va sur ce compte-là. Donc on crée une petite flèche, on dit voilà, plus 1 500, et après avec ce compte-là, on refait 2 flèches. On va dire une flèche qui va aller sur mes dépenses, et en moyenne je dépense, admettons, 1 000 €, une autre flèche qui va aller sur mes investissements, et ensuite on resplit en disant j'ai envie de mettre 100 € sur un PEA, donc je vais faire une flèche à 100 €, une autre flèche à 200 sur une assurance vie, et comme ça permet de schématiser ses finances. En fait, c'est beaucoup plus clair, parce que comme ça, on se crée un plan, et ça permet d'éviter d'arriver au schéma classique, de se dire j'ai été payé 2000, je dépense 1500, je me suis fait plaisir et tout, et à la fin du mois, il me reste plus que 500, c'est que je vais que épargner, et je peux pas faire autre chose, je peux investir. Tu veux faire un truc des questions rapides? Ouais, on a un petit exercice pour toi. Oh là. Il faut que tu te mettes tout nu sur la table. Ok, et je me mets cambré comme ça? Exactement. Non, je rigole. On va t'enchaîner plein de questions. L'objectif, c'est de répondre le plus rapidement possible. Il y a une dizaine de questions. Trop dur. Mais non, c'est très facile. Je déteste les trucs spontanés comme ça. Mais non, je peux dire par exemple plutôt McDo ou Burger King. Ah ok, ça va, ok. Tu me donnes des choix. Ouais, exactement. Okay. Pas forcément, mais tu vas voir. Ok. Top, c'est parti. Ton meilleur coup en investissement? Le PEA, investir sur avec actions FDJ. FDJ, ok, ouais. Française des jeux. YouTubeur préféré? Franchement, je sais pas, j'aime tout. Crypto ou pas crypto? Crypto un peu. Bitcoin ou Ethereum? Ethereum. Banque traditionnelle ou banque en ligne? Banque en ligne. Ton setup, c'est quoi? C'est macOS, en fait tout est Apple. Donc macOS, iPhone et 2 Keylight Elgato. Ok, et tu filmes avec ton iPhone? Exactement. Ok. Ta plus grande source d'inspiration? Vidéo YouTube. Ton pire investissement? Ah, dur. Action Udemy. Format court ou format long? Format long. Et ton projet le plus fou? Je dirais que c'est l'écriture du livre, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et là de devenir du coup CGP et SIF pour donner du conseil en investissement financier. Ok, donc ça tu peux peut-être élaborer un petit peu. CGP et SIF, en fait, concrètement c'est quoi? Concrètement, conseiller en gestion de patrimoine, et SIF, conseiller en investissement financier. Là actuellement je peux juste faire je crois que légalement, dans le cadre légal, j'ai le droit de faire des vidéos en parlant de finances et en donnant pas spécialement des conseils, mais plutôt des recommandations de manière générale sur comment épargner, comment investir, ce que c'est qu'un PEA et tout ça. Mais j'ai clairement pas le droit de dire à une personne, par rapport à ta situation, je te conseille de faire ça, tel investissement. Et j'ai pas le droit aussi de gérer un portefeuille pour des clients. Et du coup, si je deviens CGP et SIF, j'aurai le droit de donner des conseils personnalisés à quelqu'un, pour lui dire, par exemple, je vois que tu gagnes 1 500, moi je te conseille d'épargner tant et d'investir, et donc d'ouvrir une assurance vie ou un PER ou n'importe quoi. Et aussi, j'aurais même le droit de vendre une assurance vie, un PER, et de gérer pour mon client. C'est-à-dire que je pourrais lui dire, toi tu veux pas t'en occuper? Bon très bien, tu places des sous avec moi, et c'est moi qui m'occupe de déplacement, de où est-ce qu'on va répartir, gérer la composition, et c'est moi qui m'en occupe pour toi. Ok. Ça, t'aspires à ça du coup à l'avenir de devenir conseiller en gestion de patrimoine? Ouais, en partie. En tout cas, je pense que c'est un peu l'étape ultime de ce que je fais un peu sur YouTube. C'est pour ceux qui veulent, qui aiment bien ma pédagogie, qui aiment mes conseils, mais qui veulent pas prendre de temps à le gérer. Moi, ça me permet de pouvoir le mettre en application. Moi déjà, je le mets en application sur mes investissements à moi, et j'aimerais aussi pouvoir le faire sur les investissements de clients. Et donc pour moi, ce serait trop bien de le faire.
mais du coup à une petite échelle, c'est-à-dire peut-être quelques jours par semaine, mais du coup pas de le faire à temps plein, c'est-à-dire de pas être forcément conseillé à 100%, mais de faire une petite partie et du coup d'avoir une relation un peu client. Enfin, moi j'aime beaucoup avoir une relation client avec des gens et ça, je trouve ça vraiment cool de le garder. Beau projet. Ouais. Et un petit mot sur le livre que tu as écrit, c'est un livre de quoi? T'en es où? Alors ce livre-là, il est sorti du coup en septembre 2022. C'est un livre qui s'appelle Le Guide financier des jeunes actifs. Et tout le pari de ce livre, c'était de faire un petit peu un résumé des 2 dernières années que j'ai fait sur YouTube, avec tous les conseils que j'ai pu donner, et de donner un peu une feuille de route pour ceux qui veulent se lancer dans l'investissement et pour ceux qui veulent remettre de l'ordre dans leurs finances. Donc en gros, les grosses thématiques abordées dedans, c'est quelle est ma vision de l'argent que j'ai et pourquoi est-ce que j'ai cette vision-là justement. Donc d'expliquer un petit peu comment je pense l'argent et surtout pourquoi est-ce que je pense je pense comme ça. Ensuite, comment épargner, comment mettre de côté, quelle est ma stratégie, quelle est ma vision sur la dépense, parce que moi je suis assez frugal dans ma manière de vivre. Et il y a plein de gens ils vont être plus en mode je gagne de l'argent donc j'ai plus envie de le dépenser et de kiffer la vie et tout ça. Et je trouve que c'est très cool, mais moi j'ai plus une vision du coup investie, enfin un peu fire, tu vois, donc c'est-à-dire de beaucoup investir et de dépenser assez peu. Et ensuite, dans une autre partie, plus le côté investissement. Donc là, on va parler de l'investissement en bourse et en immobilier à travers mon expérience. Donc, quelles sont les actions que moi j'ai achetées, de quoi est composé mon portefeuille, comment j'ai acheté mon premier appartement et donc quelle est ma première expérience immobilière. Et en fait, tout au long de le livre, il y a des petites ressources en plus, genre des QR codes ou des comparatifs avec des vidéos en plus, parce que le format écrit, c'est intéressant, mais en plus, si on peut rajouter des vidéos avec de la pédagogie, avec des liens vers des ressources, c'est encore mieux pour les gens parce que ça les incite plus à passer à l'action. Et notamment, il y a des offres avec des partenaires. Donc, en plus, ça, par exemple, il y a une offre avec Bourse Direct où ils ont de l'argent en plus sur la PEA. Donc, c'est trop bien pour eux, pour ceux qui veulent démarrer. Et voilà. Donc, c'est un peu ce projet-là qui est très très cool. Et donc là, je suis assez content. On a dépassé les 600 ventes au bout d'1 mois et demi. Donc, un gros chiffre très cool. Et l'objectif, ce serait de faire 1000 ventes, je pense, avant décembre. Et donc, on va essayer de le faire et tout. Et ça va être un bon produit d'appel, je pense, pour les gens qui vont vouloir, qui peuvent me découvrir. J'ai déjà eu quelques commentaires de gens qui m'ont dit, je t'ai découvert avec le livre. Donc, je trouve ça trop classe. Et voilà, donc le livre a été terminé. Maintenant, on passe au projet CGP et SIF et on continue. Trop cool, super beau parcours. Merci en tout cas, Axel, d'avoir voulu partager tout ça avec nous. Je sais pas si Armand, t'avais encore une question? Non, c'est tout bon. Moi, j'en ai une dernière pour toi, une qu'on pose à tous nos invités. Qui devrait être notre prochain invité sur ce podcast? Wow, c'est une excellente question. Je dirais Brian de la chaîne Dev Theory. C'est mon meilleur pote et c'est une personne qui est c'est un très bon créateur de contenu et que je trouve qu'il est très, carré dans tout ce qu'il fait. Donc je pense qu'il va vous apporter, moi je vous apporter plus le côté un peu mood, à quel moment je travaille en période de mood, et lui va plus apporter de la structure dans tout ce qu'il fait. Et je pense que ça peut être un super invité. Top. Encore merci Axel, on va aller toquer chez ce cher Brian. Et, super. Merci à vous en tout cas, c'était très cool. Merci beaucoup à toi et puis merci aussi à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. On peut peut-être leur demander un petit dernier truc juste avant de partir. N'hésitez pas, si l'épisode vous a plu, si vous êtes là au bout de 2 heures, c'est que probablement il vous a plu, ou alors il tourne en arrière-plan un peu par erreur sur votre téléphone. Mais n'hésitez pas à aller sur les plateformes de streaming, Spotify, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, mais à nous laisser une note. Ça nous aide vraiment et ça nous permet d'aller chercher d'autres créateurs pour les épisodes futurs. Merci beaucoup en tout cas, et puis à bientôt sur le podcast. Merci Axel. Merci, à bientôt. Ciao.